C'est parti pour un nouvel épisode de mon podcast où j'interviewe tous ceux qui ont réussi dans l'informatique pour vous donner les pieds à l'étrier, pour vous pousser à devenir informaticien, DevOps dans la cybersécurité. L'idée c'est que chacun d'eux va partager son parcours en fait pour que vous puissiez donc aussi faire votre choix et mesurer toutes les opportunités qu'il y a. Dans cet épisode, je reçois un invité un peu spécial parce que c'est Alain Semevo. Il a fait toute sa formation dans l'informatique, dans la cybersécurité surtout, mais il a découvert la voie de la Chine. Et donc, il a décidé de se lancer plutôt dans le commerce avec la Chine, en fait, tout simplement. Il va nous expliquer dans cette vidéo comment toutes ses compétences en informatique l'aident à devenir un grand e-commerçant avec la Chine, en fait, tout simplement. C'est un épisode passionnant dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à la suite de cet épisode, je prépare mon voyage en Chine et en Estonie, en fait, tout simplement. En regardant la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Alain a fait son bac plus 5 en informatique, dans la cyber, et puis il a dit « je vais trouver l'endroit où je serai meilleur en fait ». L'endroit où il était meilleur, c'est devenir commerçant avec la Chine en fait. Aujourd'hui, il organise des voyages avec la Chine pour pouvoir vous permettre à vous aussi de vous lancer. Et le plus important pour nous, c'est qu'il nous montre comment son parcours d'informaticien lui permet donc de faire aussi tout ça pour qu'il puisse donc gagner en notoriété et en tant qu'informaticien, vous montrer le chemin qui vous permet donc de réussir sur le même chemin. Donc, je vous souhaite encore un bon épisode et puis on est parti. Déjà, comme je te disais, moi je suis dans l'informatique et donc moi je fais trois choses. Je publie du contenu pour partager mes connaissances avec des développeurs. Je commercialise deux bootcamps. Un bootcamp pour des développeurs, ceux qui vont être développeurs de base, et tous ceux qui vont être DevOps. Okay. Et donc, troisième chose, donc je participe dans des entreprises pour les aider pour implémenter des solutions techniques pour eux. On va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, dans un de mes bootcamps, du coup, j'ai un béninois que j'adore très bien. Parce que surtout quand je viens du Bénin, du coup, c'est pour ça que j'en parle. Et hier, je lui disais qu'on va tourner un épisode ensemble. Et il me dit, il ne te connaît pas. Je dis, mais comment tu fais pour ne pas connaître le béninois le plus populaire sur Internet, en fait? Et comment tu expliques ça, toi? Tu sais, le truc, c'est que on dit on n'est pas pour être chez soi. Hein. J'ai beaucoup plus d'Ivoiriens, de Camerounais qui me suivent que de Béninois. Je t'assure. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas nombreux aussi, d'abord. On n'est pas nombreux. Ça, mais justement, comme on n'est pas nombreux, ça devrait être... beaucoup plus simple. Ça devrait être plus simple, oui. D'Ivoiriens, de Camerounais qui me suivent, beaucoup plus. Même dans mes clients, j'ai même diaspora confondue, je dirais 50% Ivoiriens, 30% Cameroun. Les Béninois, c'est même à peine 5% de mes clients, les Béninois. Franchement, à peine. Comment tu expliques ça, toi? Non, tu sais que les Béninois, il y a eu trop d'arnaques au Bénin. Tu as toutes les histoires d'arnaques en ligne et tout. Donc, les Béninois sont très réticents à tout ce qui est en ligne. Donc, si vraiment ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas vraiment, ils t'ont pas parfois même vu, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je te vois d'abord. Est-ce que je peux venir te rencontrer d'abord avant de payer? Tu vois? Donc, les Béninois, il y a eu une vraie psychose au Bénin sur tout ce qui est arnaque en ligne, etc., qui fait qu'ils sont très trucs là. Réticents. Très réticents, très méchants au niveau du Bénin. Donc, mais du coup, parce que quand tu dis ça, moi, ça me surprend un peu parce que moi, je sais que par exemple, au Cameroun, en fait, ce qu'on nous a appris, ce que beaucoup de commerçants disent, c'est que la plupart des marchandises passent par le Bénin souvent. Oui. Parce que les douanes au Bénin sont plus abordables, on va dire ça comme ça, avant d'arriver au Cameroun, en fait. Oui. Et donc, moi, je disais que comme ça fait que le Bénin est un peu plus ouvert de ce côté-là, quoi, tout simplement. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui passent par le Bénin pour aller en Afrique centrale, le Gabon aussi et tout. Je vois ça beaucoup. Et effectivement, le Bénin est beaucoup plus ouvert sur certaines choses, mais après ça, les Béninois en eux-mêmes sont aussi des gens très, très discrets. Tu vois, moi, ce que je fais comme ça en ligne et tout, beaucoup de gens, beaucoup de freelancers, quand on voit même le niveau du développement web, il y a beaucoup de freelancers béninois, mais on ne les connaît pas du tout. Ils sont souvent très cachés. Donc, il y a aussi ce truc-là qui fait que, bon, même s'ils me connaissent, ils ne vont pas forcément le dire, ou beaucoup vont d'abord avoir une mauvaise image, d'abord en se disant que ces jeunes-là, ce n'est pas des escrocs. Tu vois, donc, il y a tout ça, contrairement aux Camerounais qui ont un peu plus la fibre business et tout, aux Ivoiriens qui, eux, voilà. Mais après, ça, c'est plus un truc africain quand même. Moi, j'ai donné une conférence récemment au Cameroun. Le principal motif pour lequel les gens ne se mettent pas en ligne, c'est je suis discret, je ne veux pas qu'on me voie, en fait, quoi. Exactement, je ne veux pas qu'on me voie.
J'ai discuté à un directeur d'un centre de recherche, je lui dis, mais je t'invite dans mon podcast. Il me dit, votre truc là, moi, je ne viens pas dedans, quoi. Moi, c'est pas. Non, mais moi, je ne veux pas qu'on me voie. Exactement. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on te voie? Qu'est-ce que tu crains, quoi, tu vois? Et on a toujours encore l'impression en Afrique que tous ceux qui vont sur Internet, souvent, c'est du voyeurisme, en fait. C'est des stars, en fait, tu vois. Exactement. C'est ça, ouais. C'est quoi ton avis sur ça, sur tous ceux qui ne viennent pas encore sur Internet, en fait, de faire leur marketing quelque part ou leur publicité? Parce que finalement, on dit souvent, Internet, c'est comme le comptoir des mamans au marché, en fait. Non, tu sais, Les mamans moi, qui vendent la tomate, elle a son comptoir, toi, tu as Internet, en fait, c'est ton comptoir aussi, quoi. exactement. Tu sais, moi, Mm, je pense aujourd'hui que on est dans l'économie de la connaissance ou du contenu même, d'accord, de la mm, création de contenu. Ceux qui ne vont pas aller sur Internet pour parler de leur projet vont mourir économiquement. mm. Pas tous, ils vont mourir économiquement. Aujourd'hui, même si tu es coiffeur, tu dois allumer ta caméra et parler de ce que tu fais. Et Les montrer gens comment tu coiffes les gens, même d'ailleurs. tu montres comment tu coiffes les gens. Ouais. Aujourd'hui, peu importe le métier que tu fais aujourd'hui, peu importe, même informaticien, peu importe, tu dois être en ligne pour parler de ça parce que ça va t'ouvrir des opportunités que tu n'imagines même pas. Moi, j'ai vu des gens se faire embaucher, appeler par Amazon, juste parce que les gars faisaient des vidéos sur YouTube, Mm, juste parce que les gars créaient du contenu sur LinkedIn. Littéralement, les gars débauchés, alors qu'ils étaient en Afrique. Moi, j'ai je ne vais pas dire un cousin lointain qui était au Bénin, qui était très actif sur LinkedIn, qui a été débauché avec sa famille, avec ses enfants, pour les amener aux États-Unis chez Amazon. Donc, Moi, aujourd'hui, ce que je dis, moi, j'en ai mon bootcamp, en fait, c'est ça, en fait, effectivement. Ce que je dis, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. tu vois, peu importe le métier que tu fais, ne pas aller sur Internet. Je pense que beaucoup de gens, peut-être, ont peur parce qu'ils se disent que je peux faire des erreurs, les gens vont me corriger. Parce que je ne suis pas Non, peut-être les gens vont l'expert se moquer des surtout. experts. Les gens vont se moquer surtout. Les gens vont se moquer de moi parce que je ne suis pas Oui, expert oui. des experts. Non. Le simple fait de connaître 10% plus que quelqu'un, c'est déjà quelque chose. Tu peux déjà enseigner les autres. Tu peux déjà leur dire ce que tu apprends. Et si vraiment tu es tu as ce syndrome de l'imposteur où tu te dis que les gens vont se moquer de moi, il y a la stratégie où tu dis apprenez avec moi. Il y a cette stratégie-là aussi. C'est-à-dire, tu te mets de façon humble en disant voici ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de meilleures stratégies. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de meilleures méthodes. Et tu ne te mets pas dans une position d'expert, dans une position où on apprend ensemble. Tu vois? Et ça peut Mhm. effectivement un peu baisser ce syndrome de dire que bon, on va se moquer de moi, on va faire ci, parce que tu es là pour enseigner aux gens et ils vont te corriger aussi. Toi-même, tu les corriges et vous avancez ensemble. Ça aussi, ça peut être une stratégie que tu peux utiliser. Moi, j'adore le truc que tu dis pour ça que tu dis là, parce qu'il y a pense qu'il faut être à 100% de Ah ce que tu non. vas apprendre aux gens pour leur apprendre, en fait, quoi. Moi, Oh, j'adore justement la marge de 10%. Tu vois que c'est pas énorme, en fait, c'est pas énorme. mais c'est un point de départ, en fait, quoi, pour que tu puisses reprendre ton chemin, effectivement. Hein. Et ce Exactement. que tu dis là, moi, je te dis, moi, en 2013-2014, quand je venais sur Internet, je voyais un Anglais là qui s'appelle Amigos Code. Mhm, Quand il faisait des cours en informatique, moi, je suis plus du monde de Java, en fait. mhm. Il expliquait le Java aux gens. Et moi, je regardais, je disais, mais il est en train de perdre son temps, le mec. Celui qui ne connaît pas ça, en fait, là, il n'a pas à faire l'informatique, il retourne à la fac et tout ça. Mais en fait, l'erreur que je faisais, je n'avais personne pour me dire, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'avais personne dans mon entourage qui me disait, en fait, ce que tu dis là, ce qu'il fait là, en fait, il est en train de te montrer le chemin qu'il faut que tu empruntes, en fait. Et le mec, aujourd'hui, il a 1 million d'abonnés. Mhm. Et moi, je suis encore à peine, même pas à 10 000, quoi, tu vois. Parce que je suis venu très, très en retard. J'ai compris le game très, 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 très tard, en fait, quoi. Alors aujourd'hui, avec TikTok, par exemple, tu as l'information dès que tu sors de ton lit, par exemple. Bah oui, Donc, autant rentrer plutôt dans la partie de ceux qui créent plutôt que de ceux qui consomment, on va dire ça comme ça. exactement. Très important. Mais Mhm. pour toi, c'est quoi qui bloque encore les gens, à part le fait de... Est-ce que la qualité de la connexion a un problème, par exemple? Ou bien c'est toujours culturel de... Oh, je veux pas qu'on me voie. Non, je pense que surtout pour les Africains, il y a ce gros problème culturel. Et Mm. franchement, c'est ça, hein, ce gros problème culturel de la famille va me juger. Si on voit que je parle d'argent, par exemple, ou on voit que je vends quelque chose sur Internet, ils vont penser que je suis riche, ils viendront me déranger, ils viendront me... Donc, il y a ce gros... Nous, on a des gens qu'on a aidés, qui ont pris nos formations, qui ont réussi, mais qui ont peur de témoigner. Ils ont Ouais, peur ouais, de c'est ça, oui. témoigner. Oui, 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 oui. Ils ne veulent pas Ils ont, témoigner. ils ont pas donné un retour, ouais. De donner un retour. Et c'est très compliqué, Mm. contrairement aux Européens qui vont même venir te faire des atalakou, venir te... Très compliqué pour les Africains de venir te faire des témoignages, de venir te, comment je vais dire, te dire à l'audience que effectivement il m'a aidé à faire telle chose. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps.
À ce niveau-là, ça prend du temps. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai que même quand j'invite des gens dans mes podcasts, en fait, quand tu invites un Africain, c'est toujours très difficile de le convaincre. Oui. Quand tu invites un Européen, tu l'as en 48 heures, tu l'as dans ton panel, en fait, quoi. Parce qu'il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose que les Africains ne comprennent pas. Toutes les histoires de podcasts, tu sais, c'est aussi la visibilité pour nous. Lorsque Bien j'accepte un sûr, podcast, je sais que ton audience va parler de moi. Ils vont connaître, peut-être qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Ils sauront qui je bien suis sûr. maintenant. Donc, c'est une question aussi de visibilité. Et les gens ne le voient pas comme ça. Mais tu vois ce Ce que je chercheur, disais au début, en fait, quelqu'un qui ne te connaissait pas, maintenant, il va te connaître parce que je lui ai dit que tu arrives. exactement. Et ils ne Mm, savent pas aussi que certains podcasts renforcent ta crédibilité. Ce mm. chercheur peut, par exemple, parce qu'il est passé ton podcast, quelqu'un l'écoute et vient financer ses recherches, il ne sait pas. C'est que moi, j'ai Il ne sait eu pas. des gens qui sont venus à mon voix, ils m'ont dit, c'est ma femme qui m'a forcé à payer. Tu Mm. vois. C'est ma femme qui m'a dit, tu dois aller chez Alain Semenvo. Lui-même, il Tu ne dois aller, savait ouais. rien. Sa femme l'a saoulé, sa femme l'a. Limite, il n'avait pas le choix. Il m'a dit, Alain, je ne sais pas ce que tu as fait à ma femme, mais il m'a forcé, il m'a dit, tu dois payer ici. Je suis venu. Ouais. Tu vois. Mais, J'ai eu un ministre de la Guinée qui m'a écrit ouais, sur Instagram pour me faire, ah vraiment, je vois ce que vous les jeunes vous faites. Et c'était un ministre, hein, et sur oui. Instagram, il m'a écrit, mais il m'a dit quoi? C'est ma femme qui m'a obligé à vous écrire. J'étais mort de rire. Je me suis dit, ah bon, le pauvre ministre, il a tout ce qu'il a fait là. Comment me dit, faut écrire les mêmes mots. Il était obligé d'écrire. Donc, demain, par exemple, ce ministre, parce qu'il me connaît maintenant, parce qu'il voit Il te qui connaît je suis, maintenant, ouais. il peut maintenant me dire, ah, j'ai des projets en Chine et on a eu des trucs comme Mm, ça aussi. Est-ce que tu peux mm. m'aider? Est-ce que tu peux faire telle ou telle chose? Donc, parfois, le fait de montrer ce qu'on fait, on ne sait pas quel investisseur, on ne sait pas qui est là, qui regarde ce que tu fais et te dit, j'ai envie d'investir sur toi. Donc, On a- tu connais pas ceux qui regardent. tu ne connais pas ce Et qui tous ceux qui regardent sont des vrais clients, en fait, parce que c'est des gens qui, quand ils te contactent, il t'a regardé au moins 5-6 fois, il t'a vu mais faire. moi, je te dis, Achille, nous, on a eu des problèmes dans l'entreprise où on a envoyé des emails pour demander est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. On a eu mon Mm, partenaire Augustin dont la chaîne YouTube a été hackée, mm. mais on a envoyé un email. C'est la communauté qui a trouvé un informaticien au Cameroun qui a dit ne vous inquiétez pas, je vais hacker le compte et repriver le compte. Et il l'a fait, le jeune homme au Cameroun. Mm, mm. Tu vois. Parce que le compte Et avait là, été le gars, il est hacké, énorme, en fait, quoi. et du coup, c'est la communauté. Donc, tu ne sais pas Mm. qui te suit. Non, tu ne connais pas, en fait, qui te suit, effectivement. Voilà, C'est comme je te disais, c'est un comptoir ouvert, en fait, sur le monde, en fait, quoi. c'est ça. Et là, tu as du monde qui vient te voir et qui est content de ce que tu fais, de ce que tu dis, en fait, au final, tu vois. Et donc, pour revenir au Bénin, ce qu'on disait, et ce que j'ai aussi cru comprendre, en fait, c'est que vous êtes très, très avancé, informatiquement parlant, je dirais ça comme ça, quoi. Du moins, techniquement parlant, il y a beaucoup de révolutions qui sont faites sur l'informatique au Bénin. Et pour toi, qu'est-ce qui motive ça, en fait? Qu'est-ce qui pousse ça, en fait, quoi, tout simplement? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est les gens qui ont compris par eux-mêmes? C'est quoi pour toi? Donc, tu sais, les Béninois, de manière générale, et ça, je l'ai compris beaucoup, même pour les Camerounais de la diaspora, je le vois beaucoup, c'est des gros taffeurs. Et Ouais. quand on est dans la diaspora, les Béninois sont très discrets. On ne nous voit pas. On ne sait même pas où on est. On est très discret. Il n'y a pas souvent de communauté béninoise quelque part sur Voilà, je on sais ne pas. voit pas trop la communauté béninoise comme ça. Ces gens sont très discrets. C'est beaucoup de gens qui font faire le doctorat, qui étudient énormément. Il y a plein d'amis, ils sont en doctorat, ils ne savent même pas pourquoi, mais bon, ils aiment ça, ils aiment étudier. Ils aiment étudier tout ça. Donc, la communauté béninoise est un peu comme ça. C'est des gens qui étudient beaucoup. Et pour le côté informatique, je pense que pour le côté informatique, très tôt au Bénin, ce n'est pas une question de connexion, mais très tôt au Bénin, c'est mon explication, hein, c'est mon explication, il y a eu beaucoup de vagues de business en ligne au Bénin qui ont commencé très très tôt. C'est-à-dire tout ce qui va être Upwork, etc. On a eu des gens qui ont démocratisé ça. J'ai même un ami qui faisait partie des premiers dès les années 2012-2013 qui parlait déjà d'aller sur Upwork pour devenir freelanceur en ligne, pour devenir, pour faire pour être développeur. Donc, il y a eu cette vague-là qui est née très tôt au Bénin, qui a été accompagnée par des gens qui ont fait pas mal de conférences sur le sujet et tout, ce qui a fait que beaucoup de Béninois se sont lancés en ligne. Quand tu vois les plateformes aujourd'hui comme Upwork, 5euros.com ou bien comme Up, etc., je pense que les Béninois font partie aussi du top 3 sur ces plateformes de freelancing en ligne. En Afrique, je parle de l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a eu ce milieu-là où on a beaucoup poussé, où les gens, avec des entrepreneurs en ligne, ont beaucoup poussé les Béninois, même s'ils n'aiment pas s'exposer, d'accord, ils n'aiment pas s'exposer, mais beaucoup ont eu des contrats en ligne, etc. Ils ont vu qu'ils pouvaient gagner mieux
que le boulot qu'ils faisaient au Bénin dans les entreprises béninoises. D'accord. J'ai rencontré des entrepreneurs français de très haut niveau, des David Laroche et tout. Ces développeurs, c'est des Béninois. J'étais choqué. Ils étaient au Bénin. Ah, oui, oui. Ben, j'écoutais un podcast comment on appelle, d'un entrepreneur français justement qui disait que très souvent quand tu veux lancer ton business, tu n'as pas assez d'argent. Très Oui, souvent, tu peux te tourner plutôt vers les compétences africaines, par exemple, c'est ça. qui sont des compétences égales à peu près à ce qu'on a des Oui, compétences ici européennes, on va dire ça comme ça, pour te produire le même boulot. Il faut juste que tu travailles sur leur mindset, en fait, et puis derrière, tu gagnes ta vie très bien aussi, quoi. Du moins, tu lances mieux ton business assez rapidement, quoi. exactement. Donc, je Et pense moi, qu'il je y a... dis souvent aux Africains aussi, c'est ça, c'est que, par exemple, l'Inde, c'est l'antichambre des États-Unis. Oui. Nous, l'Afrique francophone, doit être l'antichambre de l'Europe, tout simplement, quoi, pour C'est ça. mettre en place. Pour revenir sur ça, c'est un très bon point que tu es en train de souligner. Et je pense parfois que nos gouvernements n'ont pas encore saisi cela, malheureusement. Non. Oh, Ils n'ont pas encore malheureusement, saisi. non. Malheureusement, non. Et tu prends je ne sais pas si tu connais les Philippines. Les Oui, Philippines, bien sûr. aujourd'hui, tu sais, moi, quand je me suis lancé en 2019-2020 et j'ai commencé à avoir du succès en e-commerce, ma chef de projet, c'était une Filipino. C'est elle qui Ah gérait ouais. toute l'équipe de la Ah Philippine. oui. C'était une dame qui avait elle a 50 ans, elle avait plus de 20 ans d'expérience dans l'e-commerce. Elle m'apprenait des choses, pour te dire. Elle était payée 700 € par mois. Tu vois. Elle Ben, m'apprenait des par choses rapport au différentes. niveau de vie où elle est très bien payée. Elle était très Moi, je bien dis payée. souvent, si tu es payé, c'est pas moi, 2 millions ou 3 millions en Afrique, pourquoi tu vas te battre pour dire en euros forcément, quoi. Exactement. Tu vois. Elle était très bien payée. Donc, elle avait les compétences, elle m'enseignait des choses, pour te dire. Et c'est elle qui gérait l'équipe. On a travaillé ensemble pendant plus de 2 ans, jusqu'en 2021-2022, ensemble et tout, quand j'étais uniquement sur le marché américain, quand je vendais sur le marché américain parce qu'elle parlait anglais. Aujourd'hui, l'Inde, l'Amérique latine, les Philippines, surtout ces 3 régions et tout, comme tu l'as dit, c'est l'antichambre des Américains. Mais la francophonie n'a pas encore ça. La francophonie n'a pas encore vraiment de pays qui sont dédiés à fournir des travailleurs qualifiés, d'accord, pour les entreprises européennes francophones. Ils n'ont pas encore ça. Et Ben, moi, je pense que nos gouvernements doivent capitaliser sur ça aussi. Je veux dire, moi, même actuellement, je suis sur un projet sur la Chine, ici, on est en train de développer une application et tout. Et je suis allé récupérer un Filipino sur ça, d'accord, qui est en train de travailler sur le projet et tout. Et le gars m'a expliqué que même dans les universités aujourd'hui, on les forme dans les universités pour prendre des parcours de freelancing. bien sûr. Pour prendre des parcours de freelancing sur les Bien sûr. plateformes de freelancing pour pouvoir aller travailler pour les... Parce que l'État fait ce qu'il peut. Il ne peut pas tout faire non plus. C'est des pays en voie de développement, etc. Même s'ils sont plus développés que nous, l'Asie est toujours là, les pays asiatiques qui sont même moins que nous aussi. Donc, les États ont compris que si on veut sortir les jeunes de la pauvreté, il faut leur permettre aussi d'aller trouver du boulot ailleurs. Et c'est des boulots qui sont bien payés. Moi, je suis ici. Moi, avant, j'étais en France, où j'ai mis toute mon équipe en France. Tout le monde me coûtait 2 000 €, 3 000 €. Tu vois. Le monteur vidéo, moi, mon monteur vidéo de 2020 à 2022 me coûtait 3 000 € par mois en France. Ce qui est tout à fait normal. Parce que le gars va te facturer 300 €, 400 € la vidéo, des trucs comme ça. Mais quand j'ai délocalisé tout au Bénin, aujourd'hui, mon monteur vidéo est payé 300 000, 250 000 francs CFA. Ce qui est déjà bien. C'est déjà très bien parce que, pour te dire, même, mais c'est des gens qui... Mon comptable était payé 60 000 dans un cabinet. Tu vois. Et moi, je Et quand il aura un volume comme ça, en fait, il va prendre 10 clients comme ça lui fait sa marge. Parce qu'en termes de comptabilité, tout est automatisé aujourd'hui, en fait. Quoi. Tu n'as pas besoin de refaire tout machin. Et du coup, le gars, il travaille de chez lui à la maison tranquillement. Il gagne 250 000 francs CFA. Il peut avoir d'autres clients tranquillement. Et en plus, bon, moi, je voulais encore former, je voulais prendre des formations, j'ai pris de telle ou telle chose. Donc aujourd'hui, j'ai divisé mes coûts, limite divisé par 10, en délocalisant toute mon équipe au Bénin et en formant les gars sur place. Parce que la difficulté aussi en Afrique, c'est que contrairement aux Latinos, contrairement aux Philippinos ou aux Indiens et tout, il y a un gros problème de mindset. Il y a un gros problème de ressources humaines chez nous. Tu vois des gens qui sont très bons, mais malhonnêtes. Ils sont très bons, mais impossible de respecter les deadlines. Ils sont très bons, mais ils ne sont pas organisés. Tu fais ce gros boulot aussi parfois de pouvoir maintenant embaucher l'équipe, mais éduquer l'équipe à la manière dont toi tu veux qu'ils travaillent efficacement, etc. Et c'est ça la grande difficulté aussi parfois.
Mais c'est ce que je dis souvent à mes gars, c'est que si vous avez 2 patrons, vous aurez 2 mécontents, ça c'est sûr. Parce que vous n'allez pas respecter les 2 en même temps. Sauf si vous travaillez comme pas possible. Mais vous aurez toujours un qui va venir grincer les dents pour vous dire ton truc là, tu as mis mon boulot en arrière, ou tu n'as pas bien fini mon boulot parce qu'il manque une pièce, en fait, des choses comme ça, quoi. Ça devient toujours très compliqué. Maintenant, comme tu dis sur l'informatique, moi j'adhère à 100% à ce que tu dis parce que je trouve que avant on disait que où la route passe, le développement suit. Maintenant, c'est où les gens sont formés informatiquement, bien techniquement, le développement bondit seulement, quoi. C'est ça. Parce que derrière, il y a des grosses parts de marché. Moi, je dis par exemple que quand je vois en Afrique, par exemple, qu'on a besoin d'une solution pour, je sais pas moi, faire des cartes d'identité, et qu'on va encore recruter des entreprises européennes sans avoir un transfert de connaissances en interne, je trouve que c'est un peu... Non, tu sais, je pense que nos leaders manquent beaucoup de vision sur certaines choses. Et surtout... Ou bien ils sont mal accompagnés aussi, peut-être. Voilà. Généralement, quand on nomme quelqu'un, il vient avec son bon petit, en fait, là, qui a grandi avec lui, qui est son responsable de tout, en fait. Sauf qu'il n'a pas la compétence non plus pour l'accompagner dessus, en fait, quoi. Et surtout, tu sais, même comme le sujet de la carte d'identité, etc., ouais. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité nationale, vous ne confiez pas ça à des entreprises étrangères. Il y a des entreprises étrangères qui ont toutes nos données personnelles dans leur base de données, le Thales, etc. Ils ont tout ça. Et ce que je disais à un directeur récemment, quand je suis dans un pays africain pour une formation, je disais récemment, les gars que vous prenez chez Thales pour faire, en fait, c'est vos compatriotes qui bossent chez Thales qui font les cartes pour vous. Oui, parce que c'est les mêmes compétences dans la même formation. Tu vois, on a les mêmes compétences, on a la même formation. Ça veut dire que si demain vous avez demandé plutôt à vos ambassades de vous trouver des compatriotes pour le fabriquer pour vous, vos ambassades lanceraient dans les groupes communautaires que les ambassades connaissent, et puis vous aurez les compétences facilement comme ça. Et surtout, l'une des choses même que tu viens de dire sur les ambassades africaines ne servent à rien. Franchement. Non, mais tu sais, malheureusement, tu sais. Non, ils organisent les fêtes nationales, en fait, des fois, c'est pas mal. Alors, tu sais, moi, j'ai assisté en première ligne, durant le Covid, comment les ambassades chinoises ont réagi dans le monde entier. Non, mais tu sais c'est quoi une ambassade? Je te dis, ils envoient de la nourriture à presque tous les étudiants chinois qui étaient à Paris. Parce qu'ils avaient toute la liste. Ils connaissent tous le monde, ouais. Ils connaissent tous. Tu vois, ils font énormément de communication. Si tu vois comment ils les draguent, les ambassades les draguent pour qu'ils retournent au pays après les études. Avec des avantages énormes. Ils organisent des fêtes, pas pour faire des Miss Bénin France, des Miss Cameroun. Ils appellent des investisseurs de la Chine, des grands patrons de la Chine, venir faire des conférences dans les ambassades pour les étudiants. Tu vois, pour les étudiants chinois, pour les motiver à venir créer au retour du pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 70% des étudiants chinois retournent au pays lorsqu'ils finissent les études. Mais c'est une histoire de cadre, en fait, parce que même, il y a une chose qui est sûre, c'est que partout où tu vas voyager dans le monde, le jour que tu reviens dans ton pays, il y a un truc qui change. Ton corps a un truc là qui est content, en fait. Ton corps est heureux de revenir, en fait. Tu sens que tu es dans le coin, tu es chez toi, quoi. C'est ça. Mais peu importe ce qu'on va dire, peu importe où tu vas aller dans le monde, partout, ce sera très beau, là. Mais quand tu reviens chez toi, tu es toujours, je suis à la maison. Oui. Et tu as tous les regrets parce que tu vois tout ce que tu as vu dehors et tu vois ce que tu ne vois pas sur place, en fait. C'est ça. Tu te dis, mais... Et donc, toi, c'est comme ça que tu es rentré dans l'informatique, alors, ou pas? Parce que tu savais, il y avait le mouvement des informaticiens, des freelances. C'est comme ça que tu es rentré dans l'informatique. Moi, je suis vraiment rentré dans l'informatique par hasard, hein. Franchement, c'est pas... Tu sais, j'étais au pays, j'ai fait mon BTS au pays et tout le monde disait l'informatique, c'est le métier de l'avenir. C'est ce que tout le monde dit, tu vois. Et j'avais un ami à mon père qui était informaticien qui tout le temps, tu vois, il me disait, il faut que tu aies en informatique, allez, franchement, tu dois faire l'informatique, tu vois. Bon, moi, j'ai dit, OK, donc je suis vraiment venu en informatique. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 20 ans. Tu vois, c'est quand je suis en France que j'ai mon premier ordinateur. C'est là que je commence à découvrir même les choses. Tu vois, sur l'informatique, je me dis, putain, tu vois, donc, ça a été un parcours totalement différent. Tu vois, je n'avais pas du tout cette fibre-là. J'entendais parler, on avait des cours d'informatique, comme en Afrique, on a des cours d'informatique, mais bon, tu disais, vous partagez la même machine à 4, une machine une fois sur 2. Voilà, c'était ça, en fait, qu'on avait comme cours d'informatique. C'était beaucoup plus les Word, Excel, etc. qu'on faisait. Donc, c'est... Et justement, ce que tu dis là, c'est quand on dit les cours d'informatique, souvent on donne Word, Excel aux gens qui font l'informatique, en fait. C'est ça, c'est vrai. Sauf que ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, j'ai mes parents, je leur ai expliqué mon boulot depuis longtemps, ils ne comprennent pas ce que je fais. Ils ne peuvent pas comprendre. J'ai expliqué à mes parents, à mes oncles, ce que je fais. Ils savent que tu es informaticien,
c'est bon. Bon. Mon père, il m'a dit, je veux plus rien comprendre de tes trucs là, vas-y. Hein? J'ai compris que tu travailles dans l'informatique, qu'on le voit, quoi. Et tu vois, quand on parlait justement d'Internet tout à l'heure, là, moi, j'étais récemment au Cameroun, j'ai fait une conférence, et ma mère qui me dit, quand les gens viennent au Cameroun, ils se cachent. Toi, tu viens, tu fais la publicité de ton corps, en fait, quoi. Hein? Je dis, mais moi, je suis allé faire juste une conférence sur l'informatique, maman. Mais elle me dit, quand ils viennent au Cameroun, on ne sait même pas qui sont là. Toi, tu viens, tu peux encore mettre ta tête partout pour dire que tu es là, pour que tout le monde te voit. Ils vont Oui, ils vont t'empoisonner. t'empoisonner, c'est fini. Je dis, moi, je connais, moi, c'est mon métier de partager mes connaissances. Et c'est comme ça que je fais ma publicité aussi. Et que derrière, je parviens à vendre mes formations ou bien à faire du service pour les entreprises, en fait, quoi. Donc, si je n'ai pas à me cacher, je ne suis pas sûr que c'est vous qui allez me trouver ces clients-là, en fait, quoi. Et C'est même ça. quand tu postules aujourd'hui dans une entreprise pour offrir un service, quand on voit que tu n'es même pas sur Internet, des fois, on te dit, il y a un truc, quoi. Mais oui, mais surtout aujourd'hui, je pense que c'est ton CV aujourd'hui. D'être sur Internet. C'est ton CV. C'est le fait de montrer. L'idée n'est même pas d'être expert, pas du tout. Pas du Même tout. pas d'être expert. Ben, tu apprends tout le temps. Donc, tu ne seras pas expert. Voilà. Donc, tu apprends tout le temps. Et aussi, les gens voient, ton client va voir que c'est quelqu'un qui est à la recherche de solutions. C'est ça qu'on demande à l'informaticien. Trouver des solutions à des problèmes. Et être sur Internet, parler, partager et tout, tu apprends parce que les gens te posent des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Il faut que tu ailles chercher. Donc, tu as cherché, ouais. Et que tu reviennes. Donc, toi-même, tu apprends plus. En fait, tu deviens beaucoup plus expert encore. Il y a des questions qui vont te challenger. Tu auras des clients parfois qui vont te soumettre des choses. Ça te prend une semaine de réflexion. Tu vois? Et tout le temps, c'est la nouveauté, c'est le changement. Les problèmes sont différents, les clients sont différents. Les trucs qui viennent à chaque fois sont différents, les questions sont différentes. Et tout le temps, ton cerveau marche à 1000 à l'heure. Et c'est ça qui, au final, te fait passer au rang d'expert, une sorte de notoriété. Moi, je dis souvent, quand tu regardes, et je ne sais pas si tu as vu un peu l'histoire de Harold et Oracle. D'accord? Oui. Oracle. Au Oui. niveau, quand Oracle sort avec les bases de données, ce n'était pas la même base de données. C'était Non. même merdique Non. à l'époque. Mais là, tu vas même loin avec Oracle. Regarde la première page d'Airbnb ou de Facebook, en fait. Merci. Là, tu vas même très loin. Regarde les premières pages de Airbnb ou de Facebook, en fait. Ou bien de Uber, en fait. Uber. Oui. Donc, c'est des gens qui ont commencé vraiment avec le minimum syndical, qui n'étaient pas les meilleurs de l'autre. Il y avait même des applications qui étaient meilleures que ces applications. Tu sais, j'étais au téléphone avec la direction marketing de Alibaba. Et il y a 3 jours, parce qu'ils veulent que j'aille à Londres pour une communication pour eux, pour une conférence, etc. Et tout. Et c'est quand ils m'ont envoyé les documents et tout ça pour lire que je constate qu'Alibaba a été créé après MadeInChina.com. Parce qu'il y a un concurrent qui s'appelle MadeInChina.com, qui était là avant Alibaba. Mais le truc, c'est que Alibaba aujourd'hui, c'est une mastodonte. Mais vraiment, ce n'est plus le site web. Alibaba, le site web, c'est, je ne sais même pas si ça fait 10% de leurs revenus aujourd'hui. Ils sont dans trop de choses aujourd'hui, Alibaba. Surtout quand tu viens ici en Chine, Alibaba, c'est un géant du net aujourd'hui, Alibaba. Mais MadeInChina.com, qui était là avant eux, sont restés juste un site web de B2B, de fournisseurs. Ils n'ont pas quitté ce truc-là, cette niche-là. Et l'autre est devenu. L'exemple que tu donnes est vrai pour Amazon, par exemple. Amazon a commencé par les livres. Amazon, c'est le gros fournisseur des serveurs aujourd'hui à tout le monde. Des serveurs aujourd'hui. Alors que je pense que Amazon.com aujourd'hui, ce n'est même pas 10% de ses revenus. Apparemment, c'est AWS qui est en train de. Qui est leur vache à lait. Bien sûr. Quand tu as donné tout ce beau monde-là, ça te rapporte beaucoup de choses. Exactement. Donc, c'est une évolution aussi, quelque part. On ne commence pas directement en tant qu'expert. Et moi, ça a été l'une des erreurs aussi, moi, à mon niveau, parce que je me suis lancé sur YouTube en 2016. Mais à l'époque, j'avais même pris un coaching sur un Américain. Dis-toi, j'avais pris un coaching sur un Américain. Et c'était un coaching sur le marketing. Et à l'époque, il me disait, je lui disais que oui, bon, il faut que je crée ma chaîne, mais je ne sais pas trop de quoi je vais pas. Et il m'a donné un conseil, il m'a dit, écoute, fais ta chaîne YouTube et commence comme tu es là, sans connaissance. Fais les vidéos. Apprenez avec moi. C'est lui-même qui m'a donné l'idée. Fais des vidéos, apprenez avec moi. Fais des vidéos de type, tu n'es pas du tout expert. Genre, je teste moi-même, je teste. Des vidéos de test, je teste telle chose. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Et les gens vont voir une certaine authenticité. Mais dis-toi que ce conseil-là, j'ai mis 2 ans à l'appliquer. Parce que tellement j'étais bloqué en disant que, est-ce que les gens me posent des questions? Est-ce que les gens me posent des questions? J'ai mis 2 ans à l'appliquer. Et j'ai vu d'autres personnes, dis-toi, j'ai vu d'autres personnes venir. J'ai vu les Philippe Simon venir, j'ai vu les Jean-Yves Bravo venir. J'étais là avant eux. Et je faisais une vidéo comme ça, et quand ça ne marche pas, je suis la vidéo.
je souris la vidéo parce que je me suis dit, ils vont m'insulter. Donc, j'ai vu tout ce beau monde-là venir en 2018, 2019, 2020. Jean-Yves Bravo, c'est 2020 qu'il a lancé sa chaîne YouTube. Au pays 2018. J'étais déjà. Donc, j'ai pris le temps. Le problème, c'est que quand tu prends trop de temps, parce que tu attends, parce que tu as le syndrome de l'imposteur, tu te dis que non, est-ce qu'on va pas m'insulter, est-ce qu'on va pas faire ci? Et finalement, d'autres viendront sur le terrain, sur ton terrain, et ils vont te dépasser, ils vont rafler les opportunités avant toi. En fait, ce que tu dis là, ça revient à ce que les gens disent souvent, on va voler mon idée. Les gens disent, je vais pas parce qu'on va voler mon idée. Et moi, ce que je pense toujours, c'est, en fait, le problème, c'est pas ton idée qu'on va voler. Le problème, c'est qu'on va exécuter ton idée plus que toi. En fait, ton idée, quand tu auras, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment les gens vont traiter ton idée plus que toi, en fait, quoi. Quelle est l'énergie que tu vas mettre pour que ton idée la prospère, en fait, et qu'elle passe devant tout le monde, en fait, tout simplement. Tu sais, l'idée ne vaut rien. Une idée, au moment où tu as une idée, 7 personnes dans le monde ont la même idée que toi au même moment même. Une idée ne vaut absolument rien. C'est l'exécution de cette idée-là qui vaut quelque chose. Et le problème, en fait, c'est que les Africains, souvent, ce que j'ai remarqué, lorsqu'ils parlent de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de confronter leurs idées à la critique. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la meilleure idée du monde. Moi, je vois trop de personnes, tu sais, je ne sais pas si tu connais l'émission de Canal+, Réussite. Ouais. L'émission Réussite de Canal+. Je t'assure, je ne sais pas si tu penses comme moi. Parfois, je vois des choses, je ne sais pas s'ils se moquent de nous. Non, franchement, je ne sais pas s'ils font exprès de se moquer de nous. Je vois des entrepreneurs, c'est sans truc là, c'est pas pour les juger, qui présentent des choses, mais qui existent 1000 fois. Bien sûr. C'est des gens qui sont là, qui réinventent la roue constamment. Parce qu'ils ont pensé qu'ils ont une idée de génie, et ils ont appliqué, et que ça a marché un peu, et il y a aussi le donner du projet, des feux et tout. Mais moi, je suis sûr que ça ne va pas durer dans le temps. Ça ne durera pas dans le temps. Parce que tu n'as pas challengé ton idée à la critique. Moi, j'ai des trucs, je parle de ça aux gens, et tu vois que l'autre te dit, mais oui, mais tu aurais pu penser à ça aussi. Pourquoi tu as pensé à ça? Et c'est là que tu commences à voir que l'idée que tu as, en fait, c'est bancal. Non, mais ce que tu dis, c'est clair. Hein. Sur l'idée, en fait, de se limiter à l'idée, en fait, c'est quelque part se bloquer, quoi, j'aime le dire. Ouais. Parce que, quelque part, c'est quand tu passes ton idée au marché, quelque part, j'aime le dire ça comme ça, quand tu comprends si tu es vraiment une idée intéressante ou pas. Et si c'est pas intéressant, c'est pas grave, tu mets de côté, tu prends la suivante. Parce qu'il n'y a pas la première idée qui marche et puis ça va marcher tout le temps non plus, quoi. Si c'est pas celle-là qui marche, tu te dis, OK, merci, au revoir, quoi, tout simplement, et puis ça marche, quoi, toi. Toi, tu as fait pourquoi plus la cyber, c'est ça, si j'ai tout compris? Exactement. Bon, tu sais, on a fait Epita. Epita, les 2 premières années, c'est beaucoup plus généraliste. Comment tu as atterri à Epita d'abord? Pourquoi tu as choisi Epita? Non, mais tu sais, moi, ça a été en fait, tu fais la procédure Campus France. Et moi, à l'époque, quand je fais la procédure Campus France, je l'ai déjà fait une fois, ça a échoué. Je fais ça la deuxième fois. Et moi, à l'époque, on dit que l'école est gratuite en France. Je te parle de 2011, tu vois. On me dit que l'école est gratuite en France. C'est ce qu'on me dit à l'époque. Tu vois, que l'école est gratuite en France. Donc, quand moi, je fais la procédure Campus France, moi, je ne vérifie pas. Je tape informatique dans le système. Je tape informatique, je tombe sur l'école, je sélectionne. Tu vois. Et les gars répondent, ils disent oui. Je dis bon. Donc, c'est le jour où j'atterris dans l'école qu'on me dit qu'il faut payer 10 000 € l'année. Bon, il faut payer cette affaire-ci là. Tu vois. Non, il faut payer. On m'a dit que l'école est gratuite en France, non? On me dit, ah oui, non, mais c'est une école privée. Parce que là, je fais la différence entre les écoles privées et les universités publiques. Parce que pour moi, l'école est gratuite en France. Peu importe, c'est gratuit, c'est ce qu'ils ont dit. Et tout, tu payes les 200 € de sécurité sociale, je ne sais pas quoi là et tout, et c'est terminé. Donc moi, j'atterris vraiment à Epita par hasard. J'ai mis vraiment, littéralement, je ne connaissais pas, j'ai mis informatique dans le système de Campus France là, il m'a sorti des écoles, j'ai mis école, parce que tu sais que chez nous, on parle d'école aussi chez nous, tu vois. Donc, pour nous, école supérieure, voilà. Moi, c'est ce que je vois, tu vois. Donc, je mets juste ça et j'atterris là-bas et il faut payer maintenant les 10 000 € l'année. Et moi, je vais voir la directrice, je lui dis, mais franchement, madame, moi, je n'ai pas les 10 000 € à payer. Moi, je n'ai pas ça. Tu vois. Mais la dame là était une dame très compréhensive. Elle me dit, OK, ce qu'on va faire, tu commences les cours. Et vu qu'on a commencé en septembre, avant de passer en deuxième année, il faudra que tu payes cette année. Donc, tu as une année pour trouver les 10 000 € et payer. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, je me dis, bon, ça, c'est exceptionnel, ça.
Ça, franchement, en plus, ce qui m'a beaucoup appris, cette directrice-là, elle avait un instinct très maternel envers nous, hein, très, très maternel. Et une dame formidable, franchement, une dame qui m'a beaucoup aidé. Et en plus, elle m'avait dit à l'époque que l'ancien directeur était un Béninois. Tu vois, franchement, Ah ouais. on parlait, me dit, l'ancien directeur, c'était un Béninois, ne lui fais pas honte. Donc, elle m'a dit, je me suis dit, ne vous inquiétez pas. Donc, bon, moi, quand je suis rentré dedans comme ça, j'étais assez bon en maths physique quand même, parce que l'informatique, je devais l'apprendre du coup sur le terrain du coup. Donc, je donnais des cours de maths. L'école aussi nous permettait de donner des cours de maths. Ils avaient un système de cours de mathématiques pour les lycéens, pour les collégiens. Donc, ça rapportait un peu de 200-300 euros par mois. J'allais faire des jobs étudiants et tout. Donc, c'est tout ça qui m'a permis de trouver de l'argent pour payer la scolarité pour les 2 premières années d'EPITA. Parce qu'en 3e année, je suis passé en alternance de cours. Voilà. Donc, les 2 premières années, ça a été vraiment généraliste. On a appris tout ce qui est code, etc. Et la 3e année, je suis passé en sécurité informatique. Et pourquoi aussi en sécurité informatique? Parce que c'est ça aussi, c'est que les filières qui étaient ouvertes à l'alternance, il y avait très peu de filières ouvertes à l'alternance. Et il y avait 7 filières. D'accord. Bon, il y avait une filière de type système d'information, d'accord, que je trouvais que, bof, système d'information. Il y avait une filière sécurité informatique et aussi une autre sur le codage du pur et dur, donc vraiment du code tous les jours, etc., pour être développeur web, etc. Et tout. Donc, je me suis pensé beaucoup plus vers sécurité informatique parce que, bon, tu sais, tu vois dans les films, les experts en sécurité informatique, il y avait un côté classe, tu vois. Ouais. Il y avait un côté classe à ça. Donc, comme ça, je suis parti vraiment en sécurité informatique. Et tu vois, le choix, ça a été vraiment des choix guidés par les besoins du moment, tu vois, et des circonstances que je n'ai pas forcément maîtrisées, tu vois. Et donc, là, toi, tu rentres dans la cyber. Oui. Tu as travaillé dans la cyber combien de temps, toi, en termes d'années? J'ai travaillé pour les 3 années d'alternance, plus les 2 ans que j'ai fait après, donc 5 ans. Donc, j'ai travaillé d'abord pour 5 ans, j'ai travaillé d'abord pour le groupe La Poste. Après, j'ai travaillé pour une entreprise qui a un département de la Banque de France, qui est dans le clearing, tu vois, donc tout ce qui est clearing des transactions financières pour la France et la Belgique. Et ma dernière aussi, j'ai travaillé à la Bourse de Paris, Euronext. Voilà, j'ai travaillé dans les 3 entreprises-là. Tu n'aimais pas ou bien tu n'étais pas à l'aise dedans pour partir? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai quitté l'info? En fait, quand je commence l'informatique, à EPITA et tout, franchement, ça a été très dur pour moi. Pourquoi? Dans le sens où je devais payer la scolarité. Tu vois? Du coup, je devais travailler à côté aussi. Donc, conjuguer les deux devenait très compliqué. En fait, si tu connais un étudiant qui n'a pas travaillé pendant ses études, il ne peut pas comprendre ce que tu lui dis, en fait. Ah oui. Quand tu vois un étudiant qui n'a pas travaillé, quand tu lui racontes là, il dit, mais comment il fait? C'est pas possible, quoi. Dis-toi qu'à l'époque, j'avais eu 2 CDI. Ouais. C'est bizarre. J'ai eu un CDI chez Monoprix de 6h à 22h, les samedis. Ah ouais. Et chez Leclerc, de 6h à 13h, chez Leclerc, que je gérais en parallèle. En plus, tu connais EPITA, avec les piscines, avec tout le système et tout, vous dormez pas là, tu vois. Il faut travailler, ouais. Il faut travailler. Donc, je devais gérer tout ça au même moment, en plus des études. En fait, tu n'as pas de vie, quoi. Ah oui, tu n'as pas de vie. En fait, tu n'as pas de vie. Tu travailles seulement, quoi. Tu travailles seulement, tu vois. Donc, et moi, il y avait une frustration. Souvent, je dis aux gens, moi, j'étais un premier de classe au pays. J'étais parmi les meilleurs au pays. Et ça, c'est l'une des choses que je vous dis souvent, parce que je vois trop de discours sur Internet, du SDF qui est devenu millionnaire. Moi, c'est des discours qui m'énervent, en fait. Tu vois, des discours qui m'énervent. C'est pas la réalité. Moi, il faut choquer les gens. Parce que celui qui travaille, en fait, tu sais, je vois trop de discours de type les premiers seront les derniers, Bill Gates a abandonné l'école, des conneries comme je dis, oui, il était à Harvard, quoi. C'est pas la même chose. Il était juste à Harvard. Il était à Harvard, c'est pas la même chose. Donc, moi, je pars du principe que ceux qui travaillent dur, les premiers de classe peuvent devenir des entrepreneurs à succès. C'est juste qu'ils n'ont pas le moyen. C'est parce que être premier demande beaucoup de boulot. Moi, j'étais pas comment je vais dire, j'étais pas un génie dans le sens où je ne comprenais pas les choses rapidement. Je travaillais pour comprendre les choses. Je travaillais. Bon, tu connais mon ami Kevin, on bossait en fait. Ça ne venait pas instinctivement. On devait bosser, faire des exercices. Donc, quand tu as déjà cette discipline, réussir dans le monde du business devient beaucoup plus facile parce que ça demande de la discipline déjà d'être premier de classe. Donc, moi, déjà, j'étais premier de classe au pays. Quand je viens à EPITA, les gars sont chauds. Déjà, je te dis, j'ai mon premier ordinateur à cet âge-là, à l'âge de 20 ans, parce que moi, j'ai fait un BTS au pays en gestion, etc.
Donc, je viens, Du je coup, tu es un peu en reprends. retard par rapport aux autres aussi, quand même. Là, j'étais déjà en retard parce que j'étais avec des Ouais. gars qui avaient commencé à l'âge de 8 ans. Oui. Les petits blancs, là, ils avaient commencé à 8 ans, à 10 ans. Ils faisaient des trucs. Donc, il fallait que j'apprenne tout cela. En plus du job étudiant aussi. Et moi, j'avais cette frustration de me dire que putain, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de leur montrer qui je suis, en fait, tu vois. Mais bon, comme il y avait les maths physiques, parce que je trouvais ça assez facile et tout, les maths physiques me rattrapaient un peu mes cours, où j'avais peut-être 12 de moyenne ici. Et en plus de cela, en sécurité informatique, on était 11 dans la classe, tu vois. Et je faisais partie des derniers de la classe, avec 15 de moyenne, mon gars. Les gars, ils étaient chauds. Les gars, ils étaient chauds. Non, les gars, ils étaient chauds. Kevin est là de toute façon. Il connaît tout ça. Je fais partie des derniers de la classe avec 15 de moyenne. Je dis, putain, mais c'est quoi? Et ça me frustrait parce que je devais travailler aussi. Tu vois, et tout ça me mettait dans une situation où j'étais un peu sur Internet. Ça, on était en 2015, un truc comme ça. J'étais sur Internet comme ça, à naviguer et tout. Et il y a un entrepreneur français qui dit que quand vous n'êtes pas le premier dans votre domaine, cherchez votre propre domaine dans lequel vous serez le premier. Quand vous n'êtes pas le premier dans votre domaine, cherchez la catégorie dans laquelle vous serez le premier. Et c'est pas ça à raisonner. Je me suis dit, si je ne peux pas être le premier ici avec vous là, je ne peux pas vous montrer vraiment qui je suis parce que j'ai trop de. J'ai ma frustration de ne pas être parmi les premiers comme avant. Voilà, comme avant, j'ai trop de contraintes, tu vois, avec vous. Je vais aller voir du côté du business, du marketing, des trucs, du e-commerce et tout ce que ça peut donner. Donc, c'est comme ça en parallèle de mes études, en plus de l'alternance, en plus des études, etc. et tout. J'ai commencé aussi en parallèle à me dire, bon, j'ai envie d'avoir une certaine liberté. Je vais voir un peu le monde du business, ce que ça donne, l'e-commerce, lancer des produits, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu en parallèle. Mais sinon, mais malgré ça, j'ai eu quand même 15 de mois, je n'étais pas nul. Hein. Là, que je peux dire aussi comme ça, les gens pensaient que non, il est non, non, non. 15, c'est pas mauvais. Il était très beau. Mais j'étais, je dirais, je me trouvais en tout cas moyen. Jamais pas ce sentiment d'être moyen. Je voulais vraiment être parmi les meilleurs. Et c'est ce que moi, je conseille aux gens. Soyez parmi. En tout cas, nous, on a été éduqués au Bénin en disant que le premier de classe n'a pas de tête. Ah ouais. Pas de tête. Au Bénin, souvent, c'est ce qu'on dit. Moi, je viens au Bénin, je viens là, mais je suis troisième. Ma mère me dit, mais l'autre a de tête, pourquoi tu n'es pas premier? Il n'a pas de tête. Tu vois? Du coup, tout le monde sera premier. Hein. Tout le monde sera premier. Tout le monde sera premier. Si on part à ça, tout le monde finit premier. Voilà, tout le monde. Donc, c'est comme ça un peu que lorsque je finis mes études, bon, ça s'est très bien passé. Hein. Franchement, on était bien et tout. J'ai eu mon premier job chez La Poste, le groupe La Poste, du coup. Voilà, c'est au niveau de la direction informatique du groupe La Poste. Donc, c'est là-bas que j'ai travaillé pendant 3 ans au groupe La Poste. Tout ce qui est les timbres en ligne, parce que quand on parle de sécurité aussi, il faut, lorsqu'on fait les trucs de timbres en ligne, par exemple, on voit les courriers en ligne, tous ces systèmes-là, j'ai travaillé dessus, à La Poste. Quand on va sur le site de La Poste et tout, on veut avoir des timbres digitaux, des timbres digitaux, des trucs comme ça. C'est le système sur lequel on a travaillé justement. À La Poste, on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient aux États-Unis, etc. Et le deuxième boulot que j'ai eu, c'était à la Bourse de Paris, à Euronest. Et ça, c'était très intéressant parce que j'étais dans le monde du trading. Tu vois. Trading, ouais. Et dans le monde du trading. Du coup, là, ça te permet de voir d'autres choses aussi, quoi, surtout. De voir d'autres choses. Et surtout, mon métier dans le monde du trading était très, très différent. Je voyageais beaucoup dans l'Europe. C'est ce qui a fait que j'ai beaucoup connu l'Europe, du coup. Parce qu'on devait aller voir nos clients. Parce que, tu sais, la Bourse de Paris fournit, entre guillemets, l'API de marché. Ouais. Et cette API-là, les autres vont l'utiliser pour développer les applications clientes de trading. On fournit les données de marché. Et mon boulot à l'époque, c'était de passer d'entreprise en entreprise et de leur expliquer les algos qu'on avait créés. Ah, d'accord. C'est ça mon boulot. C'était d'expliquer les algos aux grosses boîtes. Et j'ai appris beaucoup. Mais du coup, tu dois être bon en anglais quand même, alors. Ah oui, tu étais obligé d'être bon en anglais. C'était obligé. Ouais. Parce que tu dois parler en anglais, surtout au niveau de la Bourse de Paris, tu dois parler en anglais. D'accord. Donc, c'était un peu ça que je faisais. Et après, je suis passé à la Banque de France dans la direction clearing, compensation financière, etc. Dans toutes les banques de France. Quand Société Générale envoie de l'argent à BNP Paribas, comment ça se passe derrière? Tu vois? On ne transfère pas l'argent dans les fourgonnettes comme non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois? On ne transfère pas l'argent dans les fourgonnettes. Donc, tous les jours à 18h, il y a des opérations qu'on doit faire pour faire des compensations dans toutes les banques, etc. Et c'est là que je prends aussi que c'est la France qui gère toute l'économie de la Belgique. Toutes les banques belges, c'est en France qu'on gère ça. Tu vois? Et c'était nous. Et là, je te dis, c'est là tu vois
L'argent qui passe en France, c'est des milliards de transactions qui passent en France. Et il faut soutenir tout ce système-là. C'est des milliards, je te dis. Hein. Et quand tu vois les retraites, quand tu vois des 50 milliards, des trucs comme ça, et nous, on était là. C'est pour ça que c'était une entreprise, il n'y a pas de nom. Vous ne les voyez pas, ils n'ont pas de logo, c'est des trucs d'entreprise très, il n'y a pas de télétravail là-bas. Et, tu vois. Et c'est des grosses pressions que tu dois gérer, en fait, dans ces trucs-là. Et tu vois ce que tu dis là, ça me remet encore ce que je disais tout à l'heure sur les ambassades. Les ambassades doivent demander, du moins, les États doivent demander à leurs ambassades de trouver des gars de la diaspora qui ont des connaissances sur ces secteurs-là pour revenir les aider à s'améliorer, quoi. Exactement. Quitte à ce qui vous coûte un peu plus cher. Ce qui vous rapporte est toujours mieux, en fait, quoi. En fait, si on va chercher un gars comme toi qui a bossé sur ces systèmes-là, même pour 2 jours de conf avec un département sur place, honnêtement, même si on te paye 10 000 euros les 2 jours, c'est pas très grave. Ce que tu vas apporter comme connaissance, c'est une graine que tu as plantée sur 20, 30 ans, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve des gens, j'ai une cliente de la diaspora qui a été vice-présidente de JP Morgan aux États-Unis. Tu vois? Tu vois? JP et Morgan. des gens comme ça, quand ils vont revenir au pays, on va les combattre, en fait, quoi, pour des questions politiques, pour des questions machin, tu vois. Vice-président de JP Morgan. Quand tu vois son CV, le jour, parce qu'elle est venue ici en Chine avec nous, le jour où j'ai vu le CV, je l'ai appelé, j'ai dit, attends, c'est quoi ce CV-là? Mais non, je me suis dit, c'était les Barclays, c'est JP Morgan, en fait, toutes les plus grosses institutions financières, c'est une tête, cette dame-là. Et demain, tu la vois marcher avec toi en Chine pour faire ses courses, pour lancer son business en Afrique, et puis tout ça. Alors que c'est des têtes qu'il faut capter dessus. Et on a beaucoup parlé, je lui ai dit, mais retourne au pays, propose tes compétences, parce que là, tu es dans le haut niveau du secteur financier. Toutes les boîtes qu'elle a fait aux États-Unis, c'est le top 5 des meilleures banques mondiales. Et avec des postes, mais ce n'est pas des petits postes, hein. Des postes de VP, marketing, VP. Moi, mais j'ai vu des trucs, je dis waouh. Mais hey, genre, tu tiens le CV à main, tu n'as pas envie de le tenir. Voilà. Tu comprends qu'il y a des niveaux de compétences qui sont pas assez exploités, on va dire ça comme ça. Pas assez exploités. La diaspora africaine a des compétences de fou. Des compétences très pointues dans plein de domaines et nos États n'en profitent pas. Viens voir, et c'est ce que je dis, venez voir comment les Chinois font la cour à leur diaspora. Tous les gros ingénieurs, parce que la Silicon Valley ne vit pas sans l'immigration. C'est les Indiens, les Chinois et les Africains, les Nigériens qui sont en train de tout faire là-bas. C'est eux qui sont tout fait là-bas. La Silicon Valley ne vit pas sans cette immigration intellectuelle, sans cette immigration qui vient fournir de la main-d'œuvre de haut niveau qualifié. Mais c'est pour ça que tu vois souvent tous les pays là développés, quand ils parlent d'immigration, à un moment donné, ils disent sauf si on met un cadre autour de l'immigration intellectuelle. Oui. Tu vois? Et quand ils disent l'immigration c'est mauvais, c'est pourri, c'est machin, c'est tout ce que tu veux, mais après ils te disent quand c'est l'immigration intellectuelle, bien l'immigration de travail du coup, ça dit les hauts cerveaux en gros, voilà. Oui, nous on va les prendre quand même, on va les utiliser en fait derrière, quoi, tu vois, effectivement. Et depuis que Trump est venu au pouvoir, il a commencé à faire ces trucs anti-immigration, mais les Chinois sont très contents. Ils sont en train de faire la cour de leur diaspora. Et beaucoup, les gars, revenez. Oui, beaucoup de scientifiques. J'ai vu le directeur IA de Google est rentré en Chine. Tu vois, vous avez des gens qui ont fait 30 ans chez Google. Il est rentré en Chine. Mais du coup, tu as les dirigeants qui reviennent voir les gouvernements pour leur dire attention, vous êtes en train de nous mettre dans les problèmes. Parce que retrouver une compétence comme ça à côté, c'est pas facile en fait, quoi. Voilà. C'est des compétences qui ont été éduquées aux États-Unis, qu'on a nourries aux États-Unis, qu'on a investi, qui ont eu des laboratoires de recherche et vous les laissez partir gratuitement sur des questions d'immigration de bêtises, quoi, sur Internet. Vous laissez cela partir. Non, mais effectivement, quand tu vois tout ça, tu te dis, nous les Africains, ou bien surtout nos gouvernements aussi, ne capitalisent pas dessus pour pouvoir lancer ça. Et même nous-mêmes, quand tu reviens, en fait, des fois, ceux qui te combattent, ce sont les mêmes. Non. En fait, après, c'est entre nous, en fait, qu'on dit, mais lui, là, encore, il veut nous montrer quoi, en fait, quoi. Voilà. Moi, j'ai des amis qui ont fait un retour, mais qui sont revenus en Europe. Parce que sur place aussi, on te combat. Sur place, on te dit que tu es fait le plus intelligent. En fait, il y a des mentalités aussi, franchement. Parce que, en fait, quand tu reviens de l'Europe, en fait, tu as cette étiquette du gars qui vient en Europe. Oui. Et donc, quelque part aussi, tu es un peu le gars qui... Des fois, tu es le gars qu'il faut combattre quelque part. Parce que comme tu reviens, on va te donner plus de tapis rouge. Et nous qui sommes là depuis plus de tapis rouge, en fait, ça devient un problème, en fait, quoi. Et donc, c'est toi qui dois avoir le comportement pour dire que c'est pas possible, en fait. Il y a aussi quelque chose que moi, j'ai remarqué. C'est que la mentalité de travail
n'est pas la même chose. Moi, je le vois avec mes équipes au pays. Je le vois avec des Mhm. partenaires au pays. Je le vois avec, tu sais, euh, quand tu as fait l'Europe, il faut quand même avouer qu'on a une certaine rigueur de travail. On a une certaine rigueur de travail, Au moins une mentalité déjà. au moins de la mentalité. Au moins la Déjà. mentalité, ouais. Il fait que sur le terrain, les gens peuvent mal le vivre en fait. Parce qu'il y a un certain laxisme parfois dans le travail au pays. Tu vois, il y a un certain truc où un certain laisser aller. Tu Je, vois. je vais te raconter une histoire. Moi j'étais récemment dans un pays africain pour dispenser une formation. Et donc, on se disait, la pause, c'est de 12 heures, de 13h30 à 14h30. Mm. Et donc, moi, à 14h30, quand je suis en train de partir dans la salle en tant que formateur, mes étudiants sont encore en train de finir de manger et ils se moquent de moi. Oui. Mais il est en train d'aller vite là-bas, il n'y a personne encore dans la salle, il doit nous attendre ici, quoi. Je dis, mais les gars, de quoi qu'est-ce que vous me faites là? C'est après que j'ai été raconté l'histoire. Hein. C'est après que j'ai raconté l'histoire. Comme tu es parti, tu n'entends pas, en fait. C'est après quand vous allez au billard qui te raconte un peu les dessous de la chose, quoi, tu vois, un peu, effectivement. Hein. Donc, il y a ce laxisme aussi qui fait que bon, les gens vont te combattre, vont se dire, oh, lui se prend trop. Alors qu'à un moment donné, c'est le boulot, quoi. C'est le boulot. On doit Non, faire. après ce n'est que le boulot, en fait. Hein. Moi, je dis souvent, quand je travaille, les gens disent, on ne fait qu'un travail. Et quand tu travailles, après, derrière, même toi-même, derrière, tu es à l'aise, quoi. Ta vie est meilleure, ton sourire est meilleur, tout se passe bien, en fait, et puis tu es bien comme ça. C'est ça. À quel moment tu dis, moi, je ne veux plus l'informatique, alors? Tu dis, bon, l'informatique, c'est bien, mais moi, je veux sauter autre chose. Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant 5 ans. Ce qui m'a, c'est pas que je ne veux plus l'informatique, c'est que le monde de l'entreprise m'a dégoûté. Ouais. C'était vraiment ça, c'est le monde de l'entreprise. Le Mhm. monde de l'entreprise, comme en tout cas moi je l'ai vécu, que ce soit la Poste, surtout la Poste d'ailleurs même, hein, c'est un monde très politisé. C'était la première chose. Très politisé. Et tu sais, je ne me voyais pas forcément m'épanouir dans ce monde-là. C'était même pas une question de salaire même, parce que les informaticiens, ça va. On va pas non plus cracher dessus. On va pas se plaindre. On va s'en sortir, même en tant que salarié, on arrive quand même à s'en sortir en tant qu'informaticien. Mhm. Et pour moi, c'est le monde de l'entreprise même, les, euh, toute la politique derrière et tout, surtout dans les grosses boîtes, très politisé. Et moi, je l'ai un peu mal vécu en fait. Je l'ai un peu mal vécu. Et surtout, une chose aussi que les gens ne vont pas remarquer tout de suite, parce que bon, je fais des vidéos maintenant, on me voit et tout, c'est que quand j'ai vu le monde de l'entreprise, j'ai su que je ne pouvais pas évoluer dans ce monde-là par rapport à mon comportement. J'étais très Ouais. renfermé. Genre, nous, on est là pour le boulot. Je ne suis pas là pour papoter après, pour discuter de ci et de ça. C'est pas mon problème. Tu vois, les Le soir, c'est déjeuners fini, tu avec le rentres chez toi. patron à midi, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, jamais moi, loco, je mange. Donc, j'ai compris que si tu veux réussir dans l'entreprise en Europe, tu dois Il faut être le copinage. un peu de copinage, un peu de, tu Ouais. vois, tu sens un peu plus, tu as ce truc. Et moi, je ne me voyais pas. Je ne me Mhm. voyais pas le faire, je ne me voyais pas évoluer. Et j'ai eu une dame avec qui je travaillais, qui m'a dit un jour, quand je quittais la poste et tout, mais pourquoi tu pars, tu es un bon élément, etc. et tout. Et elle me sort comme ça, elle me dit, mais tu sais que peu importe ce que tu feras en restant ici, moi, ça fait 20 ans, un truc comme ça, je suis à la poste, j'ai jamais vu un homme de couleur, c'est l'expression qu'elle a utilisée, un homme de Mhm. couleur atteindre un certain niveau de responsabilité ici. Donc, tu dois être conscient de ça. Et effectivement, quand je travaillais là-bas, il y avait, quand tu enlevais les. Déjà, même mon premier jour au boulot, même, à l'accueil, quand je viens, constate tout ça et tout, la dame me demande si je suis le gars, le cuisinier. Tu vois. Pourquoi tu me parles comme ça? Je dis, mais non, c'est mon premier jour, demander à telle personne, appelez-le et tout. Et elle me demande, non, mais est-ce que je ne suis pas dans le service de nettoyage? Parce que quand tu regardais aussi l'entreprise, à part moi et quelques rares personnes, tous les autres, c'était notre communauté qui faisait le ménage là-bas. Mhm. Tu vois, Ben, après, globalement, c'est une autre communauté qui fait le ménage partout. Hein. le Je ménage dis ça, pas. je dirais. C'est ça, c'est ça. Globalement. Et ça qui Globalement. me dégoûte souvent. Quand il y a un supermarché, je vois un des gars à la porte, j'aime de le gifler pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu vois. Va faire autre chose, quoi. Il y a mieux d'ailleurs. C'est notre communauté. Et même dans les postes de responsabilité, même mon patron qui était un malgache, en fait, souvent, on te crée des postes de responsabilité sans aucune équipe. Tu es Mhm. patron, mais il n'y a aucune équipe derrière toi, à part des stagiaires ou des alternants qu'on te donne. Et tu vois que tout ce qu'on faisait n'avait aucune portée dans l'entreprise. On faisait tellement de choses, surtout mon patron il était tellement bon, il maîtrisait tout le projet et tout, mais ça n'avançait pas.
parce que c'est très politisé, etc. Donc, quand moi j'ai vu tout ce monde entier, je me suis dit, ah, le monde de l'entreprise n'est pas un monde qui peut me permettre de m'épanouir. Parce que j'ai quitté le monde de l'entreprise, ça ne veut pas dire que j'ai quitté l'informatique. Aujourd'hui, on développe des applications. Même avec Kevin, aujourd'hui, on a des applications qui ont été développées pour un projet marketing que j'ai. Parce que le fait d'être rentré dans le marketing, j'ai compris qu'il y a des besoins, des SaaS qu'on peut faire pour aider les marketeurs. Même en e-commerce, j'ai développé une application de recherche de produits en e-commerce et tout, avec pas abonnement, qu'on a utilisé pendant plus de 2 ans, qu'on a fusionné avec un autre partenaire. Donc, on a fusionné l'application avec un autre partenaire français parce qu'on faisait la même chose, on a fusionné. Et aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui utilisent cette application-là. Donc, j'ai peut-être quitté l'informatique, mais de type salarié. Mais opérationnel, ouais. Opérationnel, salarié. Ouais. Tu vois, je n'ai pas abandonné totalement, non. Je crée aujourd'hui des applications. On crée aujourd'hui même aujourd'hui, actuellement sur la Chine, on est en train de monter, même avec Kevin, une application sur les recherches d'entreprises ici en Chine, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on fait toujours dans ce domaine-là. Tu vois. Tu diras que tu fais créer ou bien tu codes toi-même ou tu mets les mains dedans? Aujourd'hui, moi, je ne code plus. J'ai même plus tu fais créer. Donc, je fais créer. J'ai mon petit frère qui est informaticien, du coup. Et du coup, c'est un peu lui le CTO, mon petit frère. Et du coup, freelance. Et tout, donc c'est lui qui gère tout ce volet dans l'entreprise, etc. Donc, j'ai tout le côté technique. Et on embauche des développeurs, soit au Bénin, soit actuellement, on a un Chinois, on a un Indien aussi dans l'équipe, etc. Donc, on essaie de... Et tu le fais bien parce que tu maîtrises ce qu'il y a derrière, en fait, quoi. Exactement, parce que je maîtrise le business, je maîtrise le métier. Et tu maîtrises aussi la réalité. Tu comprends comment on va réaliser aussi le truc derrière, quoi. Exactement. Et aujourd'hui aussi, avec la communauté que j'ai aujourd'hui, n'importe quel pote prend déjà et ça permet de ramener du cash pour mieux développer l'application de façon pérenne. Ouais, d'accord. C'est ça que la communauté... Et donc, toi, la communauté est vraiment, comme tu dis, la communauté est très importante parce que ça te permet d'avoir tes premiers clients facilement, en fait, quelque part aussi, quoi. Et tes premiers testeurs, même gratuitement, rapidement aussi, pour te faire rapidement des retours d'expérience sur ce que tu produis. Ça revient encore à ce qu'on disait depuis le début, pour être en ligne, c'est tout l'intérêt de la chose. Si demain tu veux lancer un business, le ballon d'essai est très facile à faire. Exactement. Le ballon d'essai est très facile. Tu dis, voilà un truc que je vais lancer, allez tester, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça mord, tu continues, ça ne mord pas à la poubelle, et puis tu commences simplement. Et puis, voilà. Et donc, toi, aujourd'hui, là, quand tu as arrêté maintenant, après, quand on t'a dit que tu cherches le secteur où tu vas être le premier, c'est quoi le secteur où tu as voulu être le premier, du coup? Ah bon, aujourd'hui, quand même, je pourrais dire, sans fausse modestie, sur la niche, sur ma niche aujourd'hui, diaspora africain, dans l'e-commerce, je pense que je suis l'un des gars les plus connus, que ce soit le business avec la Chine aujourd'hui. Sur la Chine, je suis le plus connu aussi dans ce secteur. Donc, dans ma catégorie aujourd'hui, dans mon audience, dans ma niche, je pense aujourd'hui, sans fausse modestie, être l'un des premiers, en tout cas, pour ne pas faire truc là. Donc, j'ai effectivement ma niche aujourd'hui qui me permet du coup d'apporter de la valeur, de délivrer de la valeur, d'aider les gens et tout. Et je suis épanoui, je suis très content. C'est quoi la valeur que tu apportes aux gens aujourd'hui? C'est quoi les valeurs? Parce que je sais que tu en as plusieurs. C'est quoi les valeurs principales pour toi aujourd'hui que tu apportes aux gens? Aujourd'hui, déjà, c'est permettre aux gens d'être indépendants, d'être autonomes, de pouvoir monter leur business. Tu vois, ça, c'est les gens à se lancer, quoi. À se lancer aujourd'hui. Et l'une des choses, même la première étape, parce que même la première étape, surtout pour les gens qui sont informaticiens, par exemple, moi, je leur dis déjà, la première étape, les gars, passez bien freelance. Première étape. Freelance, première étape. Parce que, tu sais, moi, quand j'étais salarié, j'étais avec... N'attendez pas d'être expert pour passer. N'attendez pas d'être expert pour passer freelance. Exactement. Moi, quand j'étais salarié dans ces entreprises-là, j'avais des gens qui faisaient le même boulot que moi qui étaient freelance. Le même truc que moi qui étais freelance. Et du coup, en net, ils gagnaient le double, voire le triple de ce que je gagnais en net. Donc déjà, ça vous permet de passer à un autre niveau. Parce que moi, je pars du principe que notre communauté doit élever le niveau, en fait. On ne peut pas tout le temps attendre qu'on nous donne des passes droits, des quotas. Parce que moi, je vois le débat sur des quotas, des trucs comme je dis, mais non, c'est tellement humiliant. On veut des quotas. Non, c'est humilié, ça. Donc, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et tout le contenu que nous faisons, c'est d'ouvrir les yeux aussi aux gens sur les opportunités qu'on peut faire. Parce que moi, j'ai quitté mon pays, je suis venu en France à l'âge de 20 ans. J'ai commencé même l'informatique à l'âge de 20 ans. J'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 20 ans. Tu vois. Donc, c'est pas comme si je savais déjà ce monde-là. Je suis venu même dans l'informatique par hasard. Et malgré ça, j'ai eu du succès. J'ai réussi une école qui fait, je pense quand même, que l'une des écoles les plus difficiles en informatique en France.
avec des bonnes moyennes, même si n'était pas le meilleur, mais avec des bonnes moyennes. J'ai travaillé dans des grands groupes français, dans des directions quand même qui étaient très, très sensibles. Dans des directions qui étaient très, très, très sensibles. Donc, je pense que c'est important pour notre communauté déjà d'élever le niveau, eux, à leur niveau, et surtout de se rendre compte de toutes les opportunités qu'elles ont en se lançant en ligne, en se formant dans différents types de business, etc. Et c'est ce que nous, on apporte aujourd'hui sur Internet, c'est de leur montrer tous les types de business que vous pouvez faire, même en étant que salarié, en tant que salarié, parce que moi, je les ai fait en tant que salarié. J'ai travaillé encore, dis-toi même, pour la petite anecdote, j'étais chez, à la direction de clearing à l'époque, en 2020, quand la Covid a commencé, j'étais encore salarié. Et à l'époque, j'avais mon site e-commerce qui générait 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et moi-même, Ouais. et je venais au boulot, j'étais sur mon téléphone portable et je voyais mon truc. Je me dis, est-ce que je vais me dire qu'est-ce que je fous ici en fait? Et ça m'a pris du temps pour partir. Parce que je me suis dit, et si je passe, ça ne marche plus. Ben parce que nous aussi, on nous a pas beaucoup habitués à prendre le risque, en fait. C'est ça. On nous a pas beaucoup éduqués à prendre le risque, en fait. Même quand ça marche, tu te rends pas compte que ça marche, après tu te dis, mais là, mon salaire, au moins, il est sûr, il ne bouge pas. Le goût du risque, on n'a pas encore pris ça, oui. C'est ça. Ça a été très difficile de prendre ce risque-là et de me dire, bon, je lâche tout et on va voir ce que ça va donner. C'était très, très compliqué de le faire. Et le pire, c'est quand tu viens d'une famille qui compte beaucoup sur toi, tu te dis, mais si je pars là, à la fin du mois, quand on va me demander l'argent, comment je vais leur répondre, des trucs comme ça, tu deviens un peu un sacrifié quelque part qui ne dit pas son nom, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est très compliqué. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça qu'on est là. On échange comme ça, c'est pour montrer aux gens qu'il y a des perspectives, il y a des opportunités en fait pour faire ça en fait, tu vois. Et donc, comment va ta marque de sac du coup? Bon, on est là, je ne sais pas si le sac il doit être quelque part là-bas. Ça va très bien. Il va bien. Ça va très bien. Là, actuellement, on est en train de faire une stratégie pour être dans tous les magasins en France. Donc, Ça, c'est bien ça. et Ça, c'est parfait ça. donc, j'ai embauché une entreprise, une agence. Donc, c'est des agences qui vont prospecter. Donc, on va faire tous les magasins de Paris et tout pour décrocher des deals avec les magasins aujourd'hui. Donc, on a ça. On a aussi une marque de sous-vêtements en Russie. Parce que tu sais, moi, j'habite plus en France, j'habite en Estonie. J'habite en Estonie aujourd'hui. On va revenir sur l'Estonie après, parce que ça, c'est un truc que j'adore. J'habite en Estonie, du coup. On est à 3 heures de bus de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, j'ai pu lancer une activité aussi là-bas avec des partenaires russes, du coup. Et voilà, tout se passe très bien. C'est difficile, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Tous les jours, lorsque je me lève tous les jours, je me dis quel problème j'aurai aujourd'hui. Parce que tous les jours, il y a une situation qui arrive et tu dois résoudre ça avant la fin de la journée. Et le problème qui arrive se rajoute à ce que tu avais prévu de faire. Parce que généralement, tu as des choses à faire déjà qui étaient là. Et il faut que tu rajoutes encore ce que tu as prévu de faire, bien sûr. Exactement. Donc, tu dois à chaque fois innover, à chaque fois résoudre des équations. Et c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est de trouver des solutions à des problèmes tous les jours. C'est ça. Du coup, toi, grosso modo, tu t'es lancé, je dirais, all-in-one dans le e-commerce, en gros. Oui. Et tu te dis, si quelqu'un veut faire dedans, il faut que tu peux l'accompagner, en gros, on va dire ça comme ça, quoi. Exactement, oui, c'est ça. Et du coup, j'ai vu que toi, tu fais des formations, du coup. Moi, je te dirais, en tant que vendeur de formation, avant d'acheter une formation, je la regarde par 4 fois souvent, quoi. Pour être sûr que je connais beaucoup de gens qui achètent des formations après qui disent vraiment, si vous pouvez me faire rembourser, ce serait bien, en fait, quoi, tu vois. Je touche du bois, j'ai eu qu'un remboursement depuis le début. Mais quel est ton avis, toi, sur le marché de la formation aujourd'hui? Est-ce que c'est un marché qu'on peut encore entrer dedans et pas ricochet dans l'e-commerce, bien sûr, ou alors est-ce que c'est un marché qui a vécu et qui, merci, au revoir, quoi? Non, non. Tu sais, on peut toujours... Tu sais, le marché de la formation en ligne, il y a 2 cas pour moi. Le premier cas, c'est qu'il y a ceux qui vont se dire que c'est une arnaque, les formations n'apportent pas forcément de la valeur, etc. Donc ça, c'est au niveau du formateur lui-même. Est-ce qu'il délivre forcément de la valeur? Et il y a aussi, de l'autre côté, les clients eux-mêmes qui ont payé la formation, mais qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas cette habitude-là de regarder des formations et qui finalement ne feront pas le boulot concrètement. Voilà, donc il y a les deux volets. Le truc ici, c'est que notre communauté, par exemple, et tout, c'est une communauté qui n'a pas l'habitude de regarder les formations en ligne. Ce n'est pas une habitude dans notre communauté. Ou même quand on regarde en ligne, souvent on a l'impression que le gars qui fait ça, il doit te donner ça gratuitement, en fait. Exactement. Et tu dois lui dire merci. Oui. Merci. On n'a pas cette habitude-là. Le nombre de gens, il y a des gens qui payent mes formations qui me disent, Alain, est-ce que je peux venir chez toi et tu vas me le montrer?
On est encore très scolaire, ouais. Voilà, très scolaire. On est vraiment très, très scolaire, malheureusement. Dans notre communauté, c'est très, très scolaire. On veut vraiment que quelqu'un soit là, qui nous dise, qui nous montre et tout. Donc, on a ce problème qui fait que beaucoup de gens vont prendre des formations, effectivement, via le marketing qu'on va faire. Et derrière, ils ne vont pas forcément suivre la formation. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur ma formation e-commerce, si tu vas sur ma page de vente, je ne prends pas n'importe qui. On fait un appel et je dois être sûr que tu es le meilleur profil. Parce que effectivement, j'ai des cas de remboursement. J'ai des cas de remboursement et surtout, c'est des cas où tu vois que la personne n'était pas vraiment qualifiée pour faire cette formation. C'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il veut une e-commerce, je lui dis c'est difficile. C'est pas simple. L'Eldorado de 2017 que l'on a connu jusqu'à 2020, 2021 est terminé. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu dois être prêt à travailler. Et une chose aussi, c'est que malheureusement, on a fait trop passer les formations en ligne, surtout les formations en ligne de type marketing, sur des choses qui sont faciles à faire. Tout n'est pas facile à faire. Moi, si tu connais un ami à moi, Kevin, et c'est pourquoi je dis que le fait d'avoir fait l'informatique et le fait d'avoir fait cette école-là, la force de travail que j'ai dû mettre pour réussir était démentielle. Donc, ça te demande vraiment une force de travail parce que tu as ton boulot à côté et malgré ça, tu dois avoir ton business aussi à côté que tu es en train de lancer, que tu es en train de tester. Et ça te demande vraiment un gros boulot. Et je dirais qu'un profil technique est un avantage, en fait, quand tu veux entreprendre, oui, au final. Le profil, et ça aussi, le profil technique qu'on a, et c'est pour ça que souvent, tu sais, mes meilleurs étudiants qui ont réussi, africains, contrairement aux blancs, parce que les blancs, quand même s'ils ne sont pas dans la technique, ils ont je vais dire quoi, ils ont le réflexe. L'informatique dans lui-même ne les effraie pas. Nous, on a reçu des gens qui ne savent pas c'est quoi Google Chrome dans notre communauté. Ouais. Ils ne savent pas c'est quoi Google Chrome. Moi, j'ai eu des gens... Parce que nous, on a encore l'esprit de on va voyager, aller acheter sur le comptoir, venir mettre sur le comptoir. Moi, j'ai des gens qui te disent c'est bon, mettre les choses en favori. Quand tu as un client qui te dit ça, tu le rembourses. Tu sais que c'est foutu. Tu sais que c'est foutu. Donc, on est dans une communauté où parfois, des notions basiques aussi sont très compliquées pour eux à obtenir. Et avoir le profil technique, moi, j'ai vu que mes étudiants qui ont eu des réussites fulgurantes, j'ai vu un Camerounais qui a fait 1 million en 6 mois, 1 million d'euros en 6 mois et tout. Et un Camerounais, c'est un informaticien. Parce qu'il y a je veux dire... Il a le réflexe. Le réflexe, en fait, de trouver des solutions. Il a ce réflexe de trouver des solutions. Quand un truc ne va pas en même temps, tac, il va penser à quelque chose. Donc, il y a ça en lui parce que c'est un profil technique. Donc, les profils techniques, selon moi, et je pense même qu'il y a Elon Musk qui disait que s'il lui a 2 conseils à donner à quelqu'un, c'est les mathématiques et l'informatique. C'est les mathématiques. Tu fais ça, tu peux tout faire dans la vie. Ça te travaille sur tout ce qu'on appelle la logique, en fait. Et tu deviens assez logique pour suivre ton réflexe et pour pouvoir avancer sans problème, moi, bien sûr. Et si je dois dire quelque chose à ta communauté aussi qui te suit ici, les amis, faites les mathématiques et l'informatique. La Chine est dirigée par des ingénieurs. La Chine est dirigée, si tu veux, on va voir tous les ministres chinois, tous les présidents chinois, c'est des ingénieurs à la base avant de faire de la politique. Eux tous. Même le président chinois, il a eu son diplôme de chimiste ou je ne sais pas quoi à l'université de Tsinghua University, la même université chinoise. C'est tous des ingénieurs. D'abord, avant d'être des politiciens, des avocats, des trucs, d'aller faire des métiers beaucoup plus littéraires, etc. Donc moi, je pars du principe aujourd'hui que faire l'informatique, c'est pourquoi je ne regrette pas du tout. Au contraire, je me suis dit, heureusement, j'ai fait l'informatique. Parce que j'ai des réflexes, des choses, des manières de penser où je vois des gens, je dis, mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Pour moi, c'est logique de penser à ça. Donc aujourd'hui, dans le système de la formation en ligne, je pense que ça ne peut jamais s'arrêter. Il faut former les gens. Parce que moi, je pense que c'est une économie qu'on a ouverte parce que l'université ne peut pas enseigner ça. Et les gens vont vouloir des choses. On a tous des choses à enseigner. Moi, je pense que l'avantage de la formation en ligne, c'est que tu vois les gens et tu racontes ton quotidien, en fait. Oui. Avec ton quotidien que tu donnes aux gens. Et de par ton quotidien, maintenant, tu leur transmets ce que tu as appris et tu leur dis, les gars, faites ça et faites même mieux des fois, en fait, quoi. Et c'est comme ça que vous allez upgrade, en fait, tout simplement. Mais nous, on a encore ce problème, comme tu disais, d'aller acheter une formation en ligne. Pour nous, c'est encore comme si on... Non, mais moi, je pense on nourrissait un arbre qu'on ne voit pas. Moi, je pense que ça viendra. Je ne pense même pas. Au contraire, même. Je me dis que c'est là, maintenant, pour notre communauté. Aujourd'hui, on parle de Chariot, on vend des PDF sur Chariot. Mais tu sais, moi, je vendais des PDF en 2013. Il y a 10 ans.
Donc, la vente de PDF aujourd'hui que je vois aujourd'hui avec des outils comme Chariot, ça s'est passé en France il y a 10 ans. Bien sûr. Que ça se faisait en France. On vendait des PDF à l'époque en marketing. J'ai commencé avec ça. Tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est en train de venir sur le marché africain où les gens commencent à vendre des PDF pour enseigner des choses aux gens. Donc, d'ici 10 ans, donc le marché de la formation en ligne ne va que croître, en fait. Ouais. Aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de fin à ça. Ce n'est pas saturé du tout parce que les gens vont toujours vouloir se former. Et plus le temps passe, plus même les Africains aussi, parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Bénin, je pense que la connexion Internet, les prix baissent de plus en plus, ça devient de plus en plus accessible, de plus en plus rapide. Moi, je vois dans certains endroits à Cotonou, il y a la 5G, pour te dire, dans certains endroits à Cotonou, il y a la 5G aujourd'hui. Donc, ça va en s'améliorant, même si le pays avance lentement, ils avancent sûrement dans une direction où aujourd'hui, former des gens en ligne va devenir une nécessité, même une obligation. Et ça va faire partie aujourd'hui de la culture, même quelque part, de ce que je viens de dire. Donc, moi, je pense que c'est le moment, en fait. On doit former les gens. J'ai vu aussi que tu voyageais beaucoup, Oui. voire même très beaucoup. C'est quoi tes objectifs quand tu passes d'un pays à un autre, en fait, quoi? C'est toujours pour trouver des fournisseurs, c'est pour implanter des nouveaux marchés. C'est quoi tes objectifs, en fait, derrière? Non, bon, c'est toujours pour le business, en fait, qu'on voyage beaucoup. On voyage même pas plaisir, parce que si je pouvais, je n'allais pas voyager, franchement, c'est fatigant. À chaque Non, c'est voyage, fatigant. c'est 2-3 jours que tu perds à chaque voyage. Oui, Le c'est temps ça. de reprendre, surtout quand on est en plusieurs fuseaux horaires. Mais moi, il y a plusieurs cas. Il y a déjà, je suis obligé de voyager tout le temps parce que j'ai l'entreprise au Bénin. D'accord. Toute l'équipe, on a 18 personnes. Euh, Ah oui. 12 au Bénin, 2 au Sénégal, il y a un au Cameroun. Et donc, il y a tout ça qu'il faut gérer. Tu vois, donc déjà, je dois être au Bénin tout le temps, au moins tous les 3-4 Ouais. mois. Il y a la D'accord. Chine, où les fournisseurs, les clients, etc. en Chine. Il y a l'Estonie où mon entreprise principale est basée et où j'ai le séjour où il faut que je vienne passer au-dessus du temps. Et j'ai aussi tous les entrepreneurs français, tous les masterminds, tous ces gars-là qui m'apprennent des choses, qui me permettent de passer aussi à un autre niveau, personnellement, des idées aussi pour que je peux implémenter dans mon business. Donc, il y a aussi l'Estonie. Et il y a aussi, bon, ma famille, mon petit frère, qui est en France aussi. Donc, je passe par là pour rester quelques temps avec eux aussi, tu vois. Donc, souvent, je suis tout le temps là. La Russie, avec le business aussi qu'on a en Russie. Donc, il faut aller voir aussi comment ça se passe, comment ça marche là-bas. Donc, quand on voyage, tout ça, je fais tous ces allers-retours, c'est pour le business principalement et pas forcément pour découvrir un marché, non, c'est pour voir déjà ce qu'on a mis en place, comment ça avance. Ouais. Et du coup, sur l'Estonie, là, ma question c'est, pourquoi tu t'es installé en Estonie? Un peu des questions d'impôts, ça, il n'y a pas de secret. Ah bon? Tu Oui, payes moins d'impôts là-bas? non, en Estonie, il y a 0% d'impôt sur les entreprises en Estonie et 20% sur les dividendes. Ah ouais. Oui. Mais du coup, moi j'ai une question. Quand tu es en Estonie, par exemple, que tu dois facturer en France, après toi, tu fais beaucoup du B2C, de ce que j'ai compris, c'est plus facile pour toi? Oui, c'est plus facile parce que je suis en Estonie, quand je facture en France, si je facture une entreprise en France, tu sais qu'il y a la liquidation de la TVA. D'accord, quand tu Oui. factures une entreprise. Quand ce n'est pas une entreprise, c'est un client, tu as le système OSS où tu vas reverser la TVA à la France. D'accord. Donc, je reverse la TVA à la France, tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière, moi, l'entreprise ne paye pas d'impôt en Estonie. On a 0% d'impôt. Maintenant, en Estonie, même si tu as 0% d'impôt en Estonie, les dividendes de l'entreprise sont taxés à hauteur de 20%. Je pense que c'est pas énorme non plus encore. Hein. Même là, c'est toujours pas énorme. En France, je crois on est passé à 28 depuis que Macron on est passé à 28, un truc comme ça. Quoi. 28%. Et on est à 20%. Et je pense que c'est passé à 22% en Estonie à cause de la guerre en Ukraine pendant une certaine période là. Ils ont dit pendant 2-3 ans, ils vont mettre à 28% pour soutenir les efforts de guerre. Bon, ils sont dans leur délire, mais bon, pourquoi pas. Donc, ils ont augmenté. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne touche pas à l'argent de l'entreprise. Tu sais, le système, bon, mon billet d'avion, c'est l'entreprise qui le paye. Donc, je vis un peu sur ça. Mais ce que j'ai fait derrière, c'est que je me donne un salaire tous les mois en Estonie. Et là, ça me permet de payer la sécurité sociale, d'avoir les mêmes avantages. Parce que souvent, la France, je pense, les gens pensent que la France a un système pas. Non, c'est toute l'Europe qui est comme ça. Hein. En Estonie, les transports sont gratuits. Je vais à l'hôpital, je ne paye pas aussi. C'est la même chose quelque part. Mais bon, comme la France, ils ont un bon marketing, ils font croire à tout le monde que. Non. Ils sont les seuls qui le font, en fait, quoi, tout simplement. Ils sont les seuls qui le font, non, ils ne sont pas les seuls. Oui. Mais du coup, moi, je sais que l'Estonie aussi, c'est l'un des pays les plus informatisés d'Europe, comme ça, on dira. Digitalisé. C'est eux qui ont beaucoup aidé le Bénin dans la digitalisation. Ah bon hein? Oui, le Bénin a fait à l'époque, quand le président Talon est venu, la présidente de l'Estonie, l'ancienne présidente de l'Estonie était venue pour une visite, et c'est les Estoniens qui ont aidé les Béninois à mettre tout en place, toute la digitalisation. Aujourd'hui, au Bénin, tout est digitalisé, littéralement. Même les impôts, tu payes en ligne. Tout est digitalisé.
au Bénin aujourd'hui. Le passeport, tout est digitalisé aujourd'hui. Et c'est l'Estonie, effectivement, qui a aidé le Bénin dans cette digitalisation-là. Et quand tu vois l'Estonie, tu vois la taille du Bénin, c'est quasiment les mêmes surfaces, hein, les mêmes superficies, quoi. C'est un petit pays. C'est quasiment les mêmes superficies, en fait, quoi, tu vois. Et les petits pays, je sais que même l'année où le premier mandat du président français Emmanuel Macron, son premier ministre allait en Estonie voir des choses, en fait, quoi. L'année où c'est comme je dis toujours, pour nous les Africains, honnêtement, c'est un chemin qu'on ne prend pas, surtout nos gouvernements là, mais ce serait énorme en fait. Oui. Mais énorme si on prenait, soit par exemple quand tu dis que tout est digitalisé au Bénin, automatiquement ça baisse au niveau de corruption par exemple. Mais aujourd'hui au Bénin, mais attends, dis-toi, la dernière fois je me suis fait arrêter par la police parce que j'avais grillé, j'avais pas grillé le feu. Je m'étais mis à droite et le feu était vert pour ceux qui allaient passer à droite, donc j'étais obligé de passer alors que de partir. Ouais. de partir. Donc le policier m'a arrêté et tout. Et il me dit oui, contravention, 6 000 francs CFA, etc. Donc moi je lui dis, hey, tonton, je te donne quelque chose, tu laisses passer, tu vois. Tu sais ce qu'il me fait? Il me fait comme ça. Et c'est là je vois qu'il y a une caméra sur lui. Je me dis, hé, le Bénin. Le gars, il a une caméra sur lui. Déjà, ok. Donc il amène la machine de TPE, paiement par mobile money, tout ça en même temps. Il dit, ah, je suis désolé, parce qu'il dit, ils ne prennent plus de cash. C'est interdit. Et même pour le paiement des impôts, je pense qu'ils ont voté une loi au Bénin maintenant pour dire que si vous voulez payer les impôts, le maximum, c'est à hauteur de 100 000 francs de paiement par carte. C'est fini. Tout le reste, c'est paiement en ligne. Mais tu vois, c'est ce que je disais. Je l'ai dit récemment à quelqu'un au Cameroun, en fait, quand j'étais au Cameroun récemment, je l'ai dit, mais si l'État décide que tous les paiements de 100 000, le paiement en cash maximum, c'est 100 000, c'est 100 000. Tout le reste, c'est en ligne. C'est fini. C'est fini. Mais aujourd'hui, le taux de corruption, mais l'État béninois, j'ai vu des statistiques, l'État béninois a récupéré des milliards dans la digitalisation. Mais bien sûr, l'État va récupérer des milliards et des milliards, bien sûr. Et même rapidement. Et surtout rapidement, en fait. J'ai vu qu'au bout de 2 ans, ils avaient récupéré des centaines de milliards. Au bout de 2 ans seulement, quand la digitalisation a été mise en place. Donc, c'est pour dire, moi, j'insiste surtout sur la partie rapidement, en fait. Oui, parce que le plus long, c'est le temps de mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, en fait, là, derrière, non, mais c'est une vitesse. Et derrière, on enchaîne les projets parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'argent qu'on n'avait pas avant. C'est le cas du Bénin, c'est pas tout le monde. Maintenant, tu as vu le Bénin aujourd'hui, c'est la construction partout. Et on voit tout le temps partout. C'est devenu un peu l'attraction du moment. Les gens voient comment les nouvelles fêtes qu'on a mis en place. Aujourd'hui, les gens veulent aller au Bénin aujourd'hui. Ils veulent visiter le Bénin aujourd'hui. Et dis-toi qu'un jour, là, je me suis rendu compte vraiment de l'attrait du Bénin aujourd'hui. J'étais à Abidjan, je prenais l'avion et j'ai vu, l'avion était rempli de gens qui avaient porté les t-shirts Voodoo Days. Et ils allaient pour la fête du Voodoo. Avec les casquettes. Et je me suis dit, non, le Bénin a fait fort. Ils ont fait fort. Ah, ils ont fait fort. Non, mais moi, je dis, j'insiste là-dessus tout le temps quand je rencontre un dirigeant africain ou bien un directeur ou bien un informaticien en Afrique, je lui dis, le jour où un gouvernement va décider de prendre le virage informatique, je lui donne 5 ans, la vie de ces populations va changer. Exactement. Je lui donne 5 ans, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne change pas, en fait. Par exemple, quand tu vas en Afrique, par exemple, tu vas à la banque, il y a toujours tout le monde à la banque. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Parce que le temps que les gens sont à la banque, c'est le temps perdu pour la productivité, en fait, automatiquement. C'est ça. Alors, pour créer un compte en banque, tu fais ça en ligne, on vérifie tout en ligne, on t'envoie ta carte chez toi, ou bien tu viens récupérer juste ta carte et puis tu t'en vas, quoi. Le temps que tu perdais à venir faire la queue, là, c'est fini. Le système bancaire, moi, je te dis, c'est le système qu'on doit le plus révolutionner en Afrique aujourd'hui. Bien sûr. Je vais faire peut-être 2-3 minutes dessus. Je suis allé créer un compte bancaire. Je suis resté de 8h à 16h. C'est ce que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. De 8h à... J'ai perdu ma journée. C'est-à-dire, regarde l'aberration. On te remet le formulaire pour créer le compte bancaire. OK, il n'y a pas de souci. Tu remplis. Nom, prénom, date de naissance, tout. Tu mets tout. Tu coches toutes les cases. C'est au moins 10 pages. Tu coches toutes les pages, etc. On dit OK, on remet à l'autre là-bas, il doit saisir maintenant. La personne doit saisir tout ça pour te créer le compte. On te crée le compte. OK. Tu demandes carte bancaire. On t'envoie un autre 10 pages. Avec les... Mais vous avez c'est faux. Mais c'est faux. Je dois encore remplir mon nom, mon prénom, ma signature. Tu dis, oh, maintenant, activez-moi le SMS. Lorsque je fais un virement, je reçois un SMS. On m'envoie encore notre formulaire. Je remplis mon problème. Juste pour cocher. Je dis, mais c'est quoi? J'ai passé, je suis venu à 8h en me disant qu'au moins, vas-y, je ne fais pas des premiers. Et en plus, les gens me connaissent. C'est-à-dire que le gars m'a vu. Ah, monsieur Alain, c'est mieux, je vois vos vidéos, tout ça. Ne vous inquiétez pas. On va gérer ça rapidement. Après, tu te connais.
Il me connaît. On est resté là jusqu'à 16 heures. Il m'a dit, franchement, monsieur, j'ai fait 2 jours pour finaliser. Et jusqu'à présent, ça fait maintenant 2 mois, le compte en ligne, pour que je puisse avoir accès à mon compte bancaire en ligne, l'application n'a pas encore été activée. Donc, c'est en décembre quand je vais rentrer au pays, là, que je l'ai activé. Que tu vas te battre pour qu'on active ça. Ouais. On active ça encore. Et là encore, je vais encore remplir au moins 50 pages de documents pour qu'on active ça. Pour les données que tu as données. Pour des données que j'ai déjà là. Donc, imagine le nombre de duplicates qu'on a dans les fichiers bancaires en Afrique. Imagine le nombre de duplicates. C'est ce que je disais à quelqu'un l'autre jour, que vous avez un truc qu'on appelle le numéro unique d'identification ici. Il suffit que je marche avec ça comme ma carte d'identité. Dès que je donne ça à quelqu'un, l'État vend les API aux gens. L'État dit que pour chaque appel, vous me payez un franc seulement. Oui, c'est un appel, c'est 1 franc. L'État collecte l'argent et la banque gagne du temps et tout le monde gagne du temps, en fait. Tout le monde gagne du temps. Ici en Chine, tu viens, c'est pas même, bon, en Europe déjà c'est en ligne, on crée les comptes bancaires en ligne, etc. Et tout déjà, bon ça c'est déjà réglé. En Chine ici, bon tu sais en Chine, le système économique, ils ont verrouillé le truc. Donc tu crées pas de compte bancaire en Chine ici, en ligne ici en Chine, c'est pas possible. C'est bien verrouillé, tu vois. Ils ont une vraie même mise sur leur économie, ils contrôlent tout. Donc du coup, il faut se rendre quand même à la banque pour aller créer son compte bancaire en Chine. Mais tu viens en Chine, tu as une borne, tu as les bornes comme dans les banques là. Tu as une borne qui est à côté. Tu peux créer le compte. Il y a une assistante qui est là, à côté de toi, si tu as besoin d'aide. Elle te tape, tout taper, tout renseigner, etc. C'est fini, en 10 minutes, c'est rempli. Tac, on te sort ta carte là-bas. Tu n'as pas fait 30 minutes. Tu n'as pas fait 30 minutes. Ah, mais comme tu dis, si tu dois passer une journée pour aller faire un compte, il multiplie par 1 million, ça fait 16 millions de personnes qui ont perdu leur journée. Des fois, tu reviens même 2 fois. Oui, mais attends, mais je dois encore partir. C'est pas encore terminé. Des fois, tu reviens même 3 fois, en fait, tout simplement, quoi. Tu te dis, mais les gars, comment on fait ça, quoi, tu vois un peu? Aujourd'hui, je pense que le système bancaire en Afrique a vraiment besoin d'un coup de chiffon, d'une digitalisation extrême. Et au début, je me disais, est-ce que c'est le franc CFA? Est-ce que c'est pas si qui est... Non, c'est des conneries. Non. On a vu les Jamo, on a vu les FEDAP qui viennent, qui quand même se débrouillent. On a vu tous ces trucs-là. C'est pas une question de... J'ai même l'impression que c'est voulu. J'ai même l'impression. Bah, c'est l'argent quand même. Hein. Les gens ne sont pas très pressés quand même pour libérer les cheveux comme ça et dire, allez-y. En fait, EcoBank avait fait quelque chose de très intéressant, EcoBank. Qu'ils ont coupé, je n'ai pas compris. Tu vois, ils ont fait les comptes, les points express. Ouais. Où ils ont pris des revendeurs, j'ai envie de dire, genre les gens qui font les Western Union, les MoneyGram et tout, pour que les gens aillent faire des retraits chez eux. Donc, l'opérateur gagne de l'argent, ça économise du temps à la banque, etc. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Tu vois? Et pour te dire, moi, j'ai une agence Western Union au pays, par exemple. Ça peut être un des business que j'ai au pays. J'ai une agence Western Union. On fait ce type d'opération et tout. Ils se sont levés, ils ont retiré le droit à toutes les agences de faire l'opération de retrait aux clients. Je me suis dit, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Alors que l'idée de base, c'était de désengorger les banques. Bien sûr. Tu vas là-bas. Et laisser les personnes de la banque se concentrer sur autre chose, en fait, quoi. Mais dis-toi que parfois, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis connu. Donc, quand tu es un peu connu comme ça, je viens à la banque, les gars me reconnaissent, me laissent un peu passer. Mais il y a des gens qui viennent à 6 h du matin, ils attendent. Ils sont assis sur la chaise. Du matin, dans la queue, pour que la banque ouvre à 8 h. Pour ton argent. Pour ton argent. Donc, il y a une grosse informatisation à faire à ce niveau-là. Non, mais ce que tu dis là, moi, je suis à 1000% d'accord là-dessus, parce que quand tu vas voir, moi, je dis souvent, quand tu vas à la banque, tu vois la queue qui est à la banque, il y a un problème. Vous avez un numéro pour identifier de manière unique les gens ici. Prenez ça, en fait, quoi. Travaillez autour de ça, en fait, quoi. Et non seulement vous travaillez autour de ça, mais c'est surtout l'État qui gagne beaucoup d'argent avec ça. Oui. Parce que l'État dit, chaque requête que vous faites chez nous, c'est 1 franc. Seulement. C'est des milliards. Ça veut dire qu'à la journée, l'État peut se faire 1 milliard comme ça pour rien, en fait, quoi. Les yeux fermés, en fait. Oui. Tous les jours, l'État se fait 1 milliard. Sans souffrir, sans construire des routes, sans engager plus de monde et moins de corruption derrière, tout simplement, quoi. Ouais, mais c'est là où je pense que c'est parce que ce n'est pas dans les intérêts de certaines personnes. Parce que la digitalisation baisse forcément la corruption parce que tout est tracé. On peut tout traquer. Tout est tracé, oui. C'est passé par où là, on le sait. Il n'y a pas d'erreur là-bas. Il n'y a pas de bug. On sait là où l'argent est passé. Non, il n'y a pas de bug. Et même quand il y a des bugs, on peut rattraper le bug. On sait d'où c'est parti, où le bug s'est arrêté. On peut rattraper le bug et puis on va te rattraper un jour ou l'autre. Je pense que les pays africains, les États font exprès de laisser le système bancaire dans un état. On a un système bancaire des années 60, franchement. C'est un système des années 60.
Mais bon, je pense qu'un jour, avec tous ceux qui sont en train de monter dans la compétence, dans la formation, dans l'informatique et tout ça, là, vraiment, là, ils sont en train ils vont changer ça, du moins. Ça va s'améliorer. Le problème, c'est que ce sera très lent. Quand on va améliorer ça, les autres seront partis très loin. Oui. Le vrai problème, c'est que quand on améliore nos trucs, là, les autres sont en train d'aller faire des meilleures choses devant, tout simplement, et puis ça devient compliqué. Par exemple, tu vois, que dans les pays africains, il n'y a pas de télétravail. Oui, tu sais, mais l'une des choses que moi j'aime dans ce système aujourd'hui qu'on a créé, informatique, etc., et dans cette course de la technologie, c'est qu'on n'a plus besoin de réinventer la roue. Non. Tu sais, la 5G est sortie il y a 2 ans, le Bénin est là aujourd'hui. Tu vois, à un moment donné, ils l'ont déjà. C'est-à-dire que la digitalisation, l'informatisation fait sauter des étapes. C'est ça que tu disais. Ça fait sauter des étapes. On fait des bonds de... ChatGPT, je pense qu'on a fait un bond d'au moins 30 ans dans cette affaire-ci. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, révolutionner. Même Starlink, par exemple, c'est des gars où tu fais des bons énormes, en fait, en termes de qualité de connexion. C'est ça. Avec une Starlink, tu parles à n'importe quel village, tu poses une Starlink, là, tu arroses tout le village. En fait, tout le monde a au moins ce qu'il faut pour... Moi, j'ai Starlink, par exemple. On a la fibre, on a aussi Starlink pour doubler la connexion, parce qu'on ne sait jamais. C'est au pays, la stabilité et tout. On a Starlink aussi. Donc, aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent, qui nous permettent, en fait, de sauter des étapes. Moi, je dis, même les États devaient même investir. Quand on voit des États qui bloquent Starlink, après, ils le bloquent pour des intérêts. Ce n'est pas pour les États de sécurité nationale. Non, 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 non. Ils le bloquent pour les intérêts personnels, bien sûr. Personnel. Bien sûr. Quand on voit des États qui bloquent Starlink, l'État doit même investir pour que Starlink soit dans tous les villages. Bien sûr, bien sûr. Dans les endroits où ils n'arrivent pas à avoir la fibre. Parce que ça a été créé pour ça, à la base. Starlink n'a pas été créé pour les grandes villes. Ça a été créé pour les villages, pour les endroits, les montagnes, les endroits où on n'a pas accès à une connexion Internet stable, etc., à une 4G, etc. Et aujourd'hui, je vois des États qui bloquent ça. Je dis, mais attends, on ne veut pas avancer. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous donnez un Starlink aux gens, les gars, vous leur montrez ce que c'est Internet, les gars ils vont aller acheter des actions chez Starlink et ils vont s'enrichir aussi comme ça, sans problème. Parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a des actions, plus tes argent que tu investis va revenir. Et chez toi, en fait... Tu sais, Achille, moi j'ai une théorie sur Internet, tu vois. Moi j'ai une théorie sur Internet. Je ne sais pas si tu as la même réflexion. Moi j'ai une théorie sur Internet. Tu sais, tu connais le film Matrice. Tu connais la Matrice et tout. Et tu connais le truc pilule rouge, pilule bleue, etc. Tu connais tout ce truc qui est derrière. Tu sais, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est la première fois dans l'humanité où les êtres humains ont accès à la connaissance aussi gratuitement, facilement, et surtout pouvoir s'enrichir rapidement. Parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, tu vas remarquer que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de musées, etc. J'ai compris une chose, hein. Les musées n'affichent que les gens riches. Dans les musées, on ne voit que les riches. Les pauvres du village, tout le monde s'en fout de leur histoire. Tu vois. Et l'une des choses que j'ai constatées dans toute l'histoire de l'humanité, pour s'enrichir à l'époque, soit tu étais extrêmement intelligent comme les Mozart, 3 ans, tu composais déjà des pièces et un mécène riche investit sur toi. Toi, tu viens d'une famille noble. L'enfant de pauvre du village, c'était impossible pour lui de quitter ces conditions. Et quand Internet arrive, moi je te dis souvent, je me dis que si les gouvernements ou nos patrons savaient ce que Internet allait révolutionner, je t'assure, ils allaient laisser ça pour l'opération militaire, comme c'était à la base. Ils n'allaient jamais démocratiser Internet. Moi, je suis sûr que si ils avaient eu la vision de ce que Internet serait devenu, jamais on allait laisser Internet se démocratiser comme ça. Ouais. Parce que Internet a ouvert des voies où tu peux être timide dans ta chambre, sans aucune socialisation. Moi, je me suis dit, aujourd'hui, les gens me voient sur YouTube, je parle, je bavarde, etc. Mais j'ai été quelqu'un de très timide, pour ceux qui me connaissent. De très, très timide. Mais la plupart des youtubeurs sont des timides au départ. Des gens timides au départ. Tu vois, bien sûr, c'est le seul moyen d'expression où personne n'a envie de les déranger. Les marques jamais ils auraient réussi dans la vraie vie. Jamais. Ils auraient réussi dans la vraie vie. Si c'était pas Internet. À la limite, ils auraient eu un grand poste comme informatique dans une grosse boîte parce qu'ils étaient très intelligents, mais jamais ils auraient réussi dans la vraie vie. Tu vois, tous les rois du tech, là, c'est des gros timides, asociaux, des gens enfermés. La preuve, ils ont des moyens dans les garages, quoi. Tu vois. Donc, je pense que Internet aujourd'hui, moi, je dis, nos États devaient même, je sais pas, investir massivement sur le fait que dans tous les recoins, tu vois, recoins des villes, des villages africains, que tout le monde ait la connexion Internet, ça va sauver nos populations.
parce qu'ils vont avoir accès à la connaissance. Pas pour aller faire les TikTok, parce que souvent les Africains aussi, c'est tout. Quand ils ont accès à tout, ils vont toujours dans le mauvais, ça m'énerve même. Ils vont toujours dans le mauvais. Ils vont aller danser. Ils vont aller danser. Je connais Ils vont aller danser. danser. Mais toujours ça, c'est ce qui me désespère parfois. Ils vont danser sur Internet. Et quand les autres voient les voir danser, ils disent ceux-là, ils n'ont pas compris pour la vie. Laissons-les danser. Et après, ils viennent faire les vidéos pour dire que c'est les Chinois qui envoient en Afrique des vidéos inutiles. Vous savez quoi le principe d'un algo? Un algo, si tu aimes les chats, il va te montrer les chats, c'est tout. C'est pas parce que les Chinois ont paramétré TikTok pour que TikTok ne montre que des vidéos idiotes. Non, c'est parce que vous aimez l'idiotie que TikTok vous montre des idioties, c'est tout. Parce que vous nourrissez TikTok de ça aussi. Oui, vous nourrissez TikTok et l'algo apprend de vous. Ouais. Il apprend de vous, c'est ce que l'algo fait. Il apprend de vous. Donc, si vous consommez que des contenus drôles et des contenus idiots, l'algo va apprendre si c'est ça que c'est cette partie du monde aime et vont vous la montrer. C'est comme ça. C'est ça que moi je trouve que je trouve très dommage que des contenus comme les tiens, en fait, soit ceux qui sont toujours, soit aussi avancés que les contenus de ceux qui appellent pour dire allô, mon mari a fait machin, allô, j'ai dansé hier, machin, allô, j'ai machin, je dis mais les gars. Normalement, comment parce qu'il y a les vrais contenus qu'on devrait pousser et même prendre comme ça, se mettre derrière, pousser vers l'avant. Moi, quand j'ai vu le gouvernement chinois interdit TikTok à moins de 14 ans, ils ont interdit. Et vous avez droit à 2 heures par jour. C'est dans la loi. Et même TikTok Chine doivent respecter ça. Parce qu'en Chine, quand tu te crées ton compte, on te demande ton numéro d'identité personnelle, comme tu l'as dit. Là. On te demande ça. Exactement, oui. On te demande quand tu c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. On te demande ça. Là, tu peux pas tricher. La version chinoise de TikTok, on te demande ton numéro. Oui. Donc, quand tu crées ton compte, on sait quel âge tu as. Et 2 heures par jour, l'application se ferme et se bloque. 2 heures par jour. Et en plus... Même tes parents ne peuvent pas ouvrir pour toi. Voilà. Dans les 2 heures par jour, c'est que du contenu éducationnel. C'est que ça. Pour les danses, les trucs comme ça, là, c'est pas dedans. Que du contenu éducationnel. Quand tu auras 18 ans, tu fais ce que tu veux. Le gouvernement chez toi s'en fout. Tu fais ce que tu veux. Mais avant ça, majeur. Tu décides. Mais avant ça, c'est que du contenu éducationnel sur la science, concrètement, beaucoup plus la science, etc. Que les enfants chinois. Moi, je pense que nos États doivent prendre ces décisions-là. Parce qu'ils sont le pouvoir, c'est l'État qui décide. La preuve, quand il s'agit de faire les élections, on va couper les réseaux, ils sont contents. Ils coupent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ils se disent, les gars, tous les enfants du lycée, du collège, moins de 14 ans, on va voir Tito, on va demander à Tito de bloquer. Tito le fera. Ils n'ont pas le choix. Mais bien sûr. L'histoire du numéro unique, là, c'est une grosse porte pour tout faire, en fait. Pour tout faire. Dans le bon sens, bien sûr, hein, parce qu'on peut aussi profiter dans le mauvais sens pour en faire des trucs contre les gens, bien sûr. Bien sûr. Il y a le côté un peu pervers de chaque chose, en fait, bien sûr. En tout cas, alors, merci beaucoup pour le temps que tu m'as donné, que tu m'as accordé là. C'est quoi le choix aujourd'hui pour toi sur entre l'informatique, le e-commerce, ou bien tu diras, je fais les deux en même temps, pas d'informatique, pas d'e-commerce, je fais les choix des deux? Non, moi je fais le choix des deux. Mais je dirais quand même une mention spéciale à l'informatique. C'est elle qui a permis tous les autres. Moi, c'est elle qui avait la route. À tous les autres. C'est elle qui entretient les autres aussi. Que voilà, que moi je peux donner à tout le monde. Et ça, je voulais donner à mon petit frère. Et tu sais, il y a tu sais, quand j'étais à l'école, enfin, à Epita, tout ça, avec toute la frustration, je me suis dit, attends, on avait fait une piscine sur les bases de données, tu vois, sur PostgreSQL. C'est un truc de dire, on commence le vendredi à 19h, on doit rendre le dimanche d'après à 11h42, tu sais, les trucs d'Epita là, et tout. Et on avait une semaine, c'est un gros document, il fallait faire plein de choses et tout. Et on commence à 19h, il est levé 3h du matin, il y a un gars, un blanc là, il se lève, et il dit qu'il a fini. Gars, moi, j'aime pas quand on finit de lire le document. Moi, je vais le voir. Je dis, mais je me rappelle, je me dis, mais attends, comment toi tu as fini ça? Comment tu as fini? Attends, on n'a même pas encore, moi, j'ai même pas encore fini de lire. Toi, tu as déjà résolu tous les trucs, tu as fait les jointures. Et il me dit, mais attends, allez, moi, j'ai fait les bases de données à l'âge de 8 ans. C'est facile. Le jour là, je me dis, attends, donc à 8 ans, tu as compris quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je n'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Donc, j'arrive à la maison, j'appelle mon petit frère. À l'époque, il était en classe de seconde. Il a dit, petit, l'informatique là, on peut comprendre. On peut comprendre à n'importe quel âge l'informatique. Et je vous assure, les gars, l'informatique, on peut le comprendre à n'importe quel âge. Enseignez-le à vos enfants dès maintenant.
ils peuvent le comprendre. Surtout les enfants ont un cerveau tellement ouvert qu'ils peuvent comprendre la logique. Vous serez choqués. Moi, j'ai pris mon petit frère, il était en classe de seconde. Je lui ai donné tous mes cours. Et les week-ends, je disais, il venait avec Kevin ici, il venait dans la chambre étudiante. On restait là-bas à 4 à 5 avec tous mes amis. Quand on faisait les piscines, je lui donnais les exercices. Je lui dis, fais-les. Si tu as des questions, pose-les-moi. Quand il est venu à l'université, il les a tous massacrés. Bien sûr, parce qu'il était préparé. Il était préparé. Quand il est venu, dis-toi qu'il a fait la première année. Il a quitté la première année pour la troisième année. Donc, il a sauté une classe, pour te dire. Il gagne les concours de code, etc., les hackathons, tous ces trucs-là. Et tout. Donc, et c'est là que j'ai compris aujourd'hui les freelances. Donc, il finit les études à la fin de 2 ans. Je lui ai dit tout de suite, pas de salaire, rien, freelance. Ouais. À 550 € par jour. Oui. Freelance, à l'âge de 22 ans. Et tu vois, il n'est pas expert. Il a commencé quelque part, il a ses bases, et puis avec ça, il a l'assurance et l'accompagnement derrière pour lui dire c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, j'ai compris aujourd'hui que l'informatique, s'il y a une chose, c'est la science qui développe les pays, les amis. C'est la science. Les Chinois l'ont très bien compris. Les Chinois, c'est le pays qui sort le plus d'ingénieurs. Ils sortent des millions d'ingénieurs chaque année. Le plus d'ingénieurs. C'est la science qui développe les pays. C'est la science qui fait les autoroutes, les amis. Ce n'est pas le droit. C'est la science qui fait. Ce n'est pas le marketing aussi. Ce n'est pas truc là, non. C'est pas. C'est pas la régulation, la publicité derrière, mais la pratique derrière, effectivement, c'est la science. Ouais. C'est la science qui fait tout. Donc, moi, je suis vraiment un adepte du côté informatique, mathématique. Allez massivement dedans, même pour vos enfants. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Facebook, ils ont des sites pour les enfants pour apprendre à coder. Moi, ils ont une plateforme Facebook. Tous les grosses boîtes ont des plateformes pour les enfants pour apprendre à coder. Même sur TikTok, en fait, il y a le Code for Kids. En fait, il y a tout pour les kids. Ouais. Code for Kids. Ils ont des plateformes pour les dédier aux enfants. Il y a une plateforme qui s'appelle Little Bits, qui est une plateforme pour les Lego, où on apprend aux enfants à faire des Lego avec des circuits électriques. Il peut créer son propre bateau, son propre avion. Il y a des trucs qui existent pour apprendre à vos enfants l'informatique dès l'âge de 2-3 ans, pour qu'ils apprennent la logique. Donc, pour moi, aujourd'hui, on peut dire, oui, j'ai réussi dans l'e-commerce, le business avec la Chine ou telle chose, mais tout ça vient du fait que j'ai fait l'informatique. Et moi, mes enfants, c'est pas des informaticiens. De toute façon, je vais les préparer dans tout ce que je vais les préparer pour ça. Il n'y a pas de... Après, si tu veux faire droit, tu veux être chanteur, guitariste, il n'y a pas de souci, mais tu vas d'abord faire informatique et après tu vas faire ce que tu veux. C'est comme les Chinois ici. Tu fais d'abord la science et après tu fais ce que tu veux après. Parce que quelqu'un qui fait droit ne peut pas aller en informatique. C'est très compliqué. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui fait informatique peut aller partout. Quelqu'un qui fait la science, il peut aller partout, dans tous les domaines du monde entier, il peut aller partout. Ça, c'est clair. Après, tu dis quelque chose sur lequel moi je suis aussi très d'accord, c'est de dire, même si tu n'as pas fait l'informatique pure, fais tout qui gravite autour de l'informatique, en fait, parce qu'il y a pas mal d'opportunités, en fait. Il y a pas mal de métiers que les gens souvent négligent un peu, hein, qui est toujours autour de l'informatique, les chefs de projet. Tu sais, moi, quand j'étais chez Euronest, on avait un chef de projet parce qu'on avait changé l'application sur le marché, enfin, les algos de marché et tout. On avait un chef de projet et tout, dans le domaine IT. Et je suis allé le voir un jour parce qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Je suis allé le voir, il s'appelle Amaury. Je dis Amaury, mais franchement, il y a ce truc que je ne comprends pas et tout. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Bon, je me suis dit, c'est un chef de projet, quoi, tu vois. Le gars, il me regarde, il me dit, Alain, tu sais, tout ce que vous faites ici, là, je n'y comprends rien. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que vous organisez. Il me dit, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que toi, tu fasses ton boulot. Donc, je organise les choses, je fais les réunions, je fais les trucs des et tout, mais tout ce que vous racontez là, je n'y comprends absolument rien. C'est l'animation qu'on lui fait, en fait, ouais, effectivement. C'est l'animation. Il ne comprend rien. Il s'assure que tout le monde est content dans l'équipe. Voilà, dans l'équipe. J'étais tellement bon. Donc, toi, tu peux être là, gagner ce salaire-là. Tu ne comprends rien à ce qu'on fait ici. Tu comprends rien. Et imagine s'il comprenait en plus ce qu'on disait, où il serait. Où il serait. Il ne comprenait rien à ce qu'on fait ici. Imagine s'il comprenait en plus ce que tu disais, en fait, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a plein de métiers IT qui ne sont pas forcément du codage pur et dur, qui ne vont pas être forcément du bidouillage, j'ai envie de dire, etc., mais qui gravitent autour de l'IT, hein, et qui vous permettent, j'ai des amis qui étaient dans je dirais dans la littérature, entre guillemets, pour rassembler tout ce qui est gestion, marketing, tout ça dedans, qui après ont passé des certifications AWS, tu vois, donc, des certifications AWS et tout, qui ne sont pas forcément dans le code pur et dur, mais qui sont dans la gestion, et qui ont eu des beaux boulots, des beaux emplois, payés 5 000 €, 6 000 €. Parce qu'ils ont compris, en fait, ce qu'il y a derrière, effectivement.
Voilà, donc il y a plein de métiers aujourd'hui qui gravitent autour des IT, d'accord, qui ne sont pas forcément codage, etc. Donc, si vous avez peur de la science pure et dure, des mathématiques pure et dure, allez dans d'autres métiers. Pour te dire, même à l'époque, quand je faisais mon switch un peu et tout, je me suis dit, bon, ce que je fais dans le business peut ne pas marcher. Parce que moi, j'étais salarié, je n'étais pas entrepreneur, je n'étais pas freelance, j'étais salarié. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, je vais commencer à viser des certifications. J'avais fait ITIL, j'avais fait plein de certifications de gestion, etc. et tout. Je commençais à faire des trucs. Parce que j'ai eu un ami justement qui, AWS aussi, j'ai commencé aussi à AWS parce que j'ai un ami sénégalais qui avait fait AWS et qui avait été embauché au UK chez BNP Paribas à 25 ans le mois dans AWS. Et lui, le gars n'avait passé que des certifications. Des certifications AWS. Tu vois. Et donc, du coup, j'avais commencé aussi à. Donc, il y a des choses qui existent aussi, les amis, dans l'IT où vous pouvez être dans tel métier. Peut-être que vous n'avez pas un diplôme scientifique, mais vous pouvez passer des certifications. Il y a des trucs en ligne sur YouTube. Vous formez aussi. Ça s'apprend, tout s'apprend, franchement. Tout s'apprend aujourd'hui en ligne. Et aller visiter des postes à des revenus beaucoup plus intéressants. Parce qu'avant qu'on ne vienne faire tout ce discours de l'Afrique doit se développer, etc., nous-mêmes, nous devons d'abord nous développer. Déjà. Ah, bien sûr. Tout commence par nous-mêmes. Si tu veux commencer par dire les dirigeants, les machins et tout ça, là, même si les dirigeants font tout et puis qu'on n'est pas prêt psychologiquement, c'est un problème. Exactement. Tu vois, même si les gens font tout. Parce que tu sais, le rôle d'un pays ou d'un État, finalement, et c'est ce que moi je reproche beaucoup à nos États, c'est de ne pas mettre en place les fondements administratifs pour que les entrepreneurs viennent faire le boulot, en fait. C'est tout. C'est parce que même déjà, administrativement, c'est déjà claqué. Sinon, ce n'est pas à l'État de les gens. C'est pas à l'État. Le cadre n'est pas posé, ouais. Le cadre n'est pas posé, c'est tout. Hein. Si nos États posent le cadre réel, légal, qui va structurer le business, structurer nos infrastructures, etc., c'est tout ce qu'on demande aux États. C'est ça même qu'ils n'arrivent pas à faire, en fait. Sinon, le reste, s'ils ont ça, c'est terminé. Et aujourd'hui, le Bénin est en train de faire quand même ça. Aujourd'hui, digitalement, c'est diable terminé. Infrastructure, ils sont en train d'avancer, etc. Donc, si on a ce cadre légal, administratif, ces fondamentaux qui sont posés, l'électricité notamment. Moi, je pense qu'il y a des éléments qui sont vitaux, en fait. L'électricité, notamment, et tout, qui est là, la connexion rapide, Internet accessible, c'est terminé. Moi, je pense que si on a ces petits trucs qui sont là, les besoins de base qui sont remplis, le développement viendra tout seul. Comme tu disais, si on pousse les gens à faire l'informatique, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas, en fait, quoi, tu vois. Et surtout, il y a une deuxième chose que je dirais encore pour compléter ce que tu dis, c'est que pour ceux qui ont déjà des notions, qui viennent partager leurs connaissances, en fait, quoi. Il n'y a pas la place de quelqu'un qu'on va prendre, en fait, quoi. Il n'y a pas, il y a pas à prendre la place. Surtout chez vous, les Camerounais, là. Alors, on va rien faire. Je dis souvent, les Africains les plus brillants, et je vous assure que j'ai rencontré dans ma vie, c'est les Camerounais. Ces gars-là sont brillants. Les Camerounais, ils font des trucs. Même quand on dit les Béninois, mais non, mais les Camerounais, ils sont brillants. Donc, ils ont. Non seulement brillants, mais aussi travailleurs aussi, en fait. Il y a la culture du travail, en fait, quoi. Les gars, ils ne rechignent pas à bosser. Ouais. Ils ont beaucoup ça. Ils sont brillants, donc ils ont beaucoup à apporter. Et je pense que ces gens-là aussi doivent se mettre en avant sur ce qu'ils ont à apporter, à parler de ce qu'ils font et ne pas tout le temps se cacher. Parce qu'il y en a, moi, j'ai rencontré une entreprise, hein, dans les grosses boîtes dans lesquelles je suis passé, des gens, mais tu te dis, mais attends, mais tu fais quoi ici en fait? Les gars, ils sont brillants. Ils sont brillants. Ben, le salaire déjà fait du bien. Dès que tu as ton salaire, les gars, ils se mettent à résoudre les problèmes de famille. C'est ça aussi. Non, après, quand les gars, les problèmes de famille, tu vois, je connais quand même, je connais un de mes beaux-frères là qui est expert comptable. Je lui dis, mais dans la communauté, il y a beaucoup de gars qui ont besoin de comptables. Lance-toi à temps partiel. Oui. Il y a beaucoup de gars qui ont besoin de comptables, quoi. Et puis, quand tu vas discuter avec lui, vous avez la même façon de discuter, vous avez le même langage, tu vois. Mais, merci beaucoup. Tu sais, vous avez le même langage. C'est ça que je dis souvent aux gens. Un blanc ne peut pas comprendre. Peu importe comment tu lui expliques les histoires de je n'ai pas tous les papiers. Ne pas plus faire. Et si tu es un avocat camerounais, il sait de quoi tu parles. Au-delà, il sait ce que ça implique ne pas avoir les papiers. Il le comprend. Oui. C'est pas juste une question de dire, je sais pas les. Non. Il sait que la famille compte sur toi. Il comprend certaines réalités que les autres ne comprendront jamais. C'est ça. Ils ne comprendront jamais. Non, il y a des choses comme ça qu'ils ne vont pas comprendre. Et comme on a le même langage, en fait, c'est un terreau assez fertile, en fait, pour tout le monde, en fait, pour se pousser vers le haut, en fait, quoi. Mais malheureusement, ce que moi j'ai constaté parfois même dans la diaspora, c'est nos frères parfois qui nous mettent encore les bâtons dans les roues.
Ben oui. De la diaspora. Ah oui. Tu as vu un mec qui a réussi, qui a fait des choses, et à un moment donné, on fait des plateaux pour tirer sur lui. Oui, on fait des On a plateaux. tiré sur lui. Toi, je vois une vidéo là d'un mec qui dit Philippe Simo, Nathalie Bida, machin, tous des arnaqueurs. On fait des plateaux, et c'est nous-mêmes, c'est même pas les autres, c'est nous-mêmes, on fait on défonce, on démonte nos communautés de A à Z. Comment ça, tous des arnaqueurs? Les mecs, ils ont fait des choses que vous n'avez pas déjà fait. Et s'ils ont fait des erreurs, il faut plutôt venir leur dire l'erreur que tu as fait là, on la corrige comme ça, en fait. Parce qu'on est tous en train de faire des choses, quand on construit ensemble quelque part. Si vous avez fait des erreurs, on vient voir ensemble, on dit, bon, ton erreur là, en fait, c'est là qu'on la corrige. Ce que tu as déçu, tu peux t'excuser en faisant ça, en faisant ça. Et puis tout le monde est en train de upgrade, quoi. Mais nous, on a des gars qui te disent, on fait des plateaux pour montrer que les autres, c'est des arnaqueurs, en fait. Et même en entreprise, moi, je te dis, ceux qui m'ont mis, et c'est ça qui est parfois même paradoxal. Tu te retrouves en entreprise, tu vois que c'est les blancs qui t'ont le plus aidé. Mais bien sûr. Je te jure. Tu vois Bien que sûr, bien la sûr. promotion, c'est ton ami blanc là qui a poussé pour que tu aies la promotion. Et que ton frère qui est au poste te mettait les bâtons dans les roues. Mais moi, j'ai vu des choses en entreprise, je me suis dit, mais je t'ai dit, je suis même. Il y a un truc qui est toujours impressionnant, c'est quand deux noirs se croisent dans la rue, c'est le concours de qui va saluer le premier, en fait. Oui. Chacun regarde un peu l'autre, un peu un genre bizarrement, de qui va saluer l'autre en premier, tu vois. Moi, je suis allé voir dans une entreprise, je ne dis pas le nom. Mon patron, c'était un Africain aussi. Et à l'époque, c'était pour la naturalisation, etc. Et pour la naturalisation, on te demande des documents, etc., que l'entreprise aussi doit fournir, tout ça. Donc moi, je suis allé le voir. Et là, je l'ai vraiment vu en frère. J'ai dit, tonton, tu vois, là, tu sais ce qu'on fait. Là, il me faut les papiers, là, parce que il me dit, il n'y a pas de problème, et tout, il va faire le document, etc. Et tout. Ok, merci. On est à la cantine, il y a la juriste de l'entreprise qui passe par là. Il appelle la dame, lui, devant tout le monde, dans une cantine d'entreprise, dans une grosse boîte, on est 300. Devant tout le monde, oui, allez m'a demandé tel document, mais moi je pense que c'est du faux parce que bon, c'est pas vraiment ça si j'écris ça. Devant, il balance l'information. C'est pour me tuer. Et la dame dit oui, mais comme on n'a pas décidé, on ne peut pas te faire une attestation alors que ce n'est pas vrai. Ouais. J'étais comme ça. Je dis, hé, toi là, alors que je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, franchement, tu as là, toi aussi, tu as été dans le même cas, tu vois. Je l'ai parlé Comment c'est vraiment passé? en frère. Oh, laisse tomber. Laisse Bah tomber. écoute, c'est pas évident, hein. Peu importe ce que tu vas faire, c'est pas facile de tomber sur les bonnes personnes souvent. C'est évident. Mais c'est pas un frein non plus, parce que c'est Ah la non, preuve qu'il faut toujours avancer, en fait, quoi, tout non, c'est simplement, clair. quoi. Non, Faut pas baisser les bras et dire, donc, j'ai non, pris, non, après, ça marche pas. ils m'ont refusé la naturalisation, j'ai pris un avocat, et c'était un avocat d'origine italienne, un blanc. Et si tu vois comment le gars s'est battu, et c'est pas parfois, si je vois comment le gars m'envoyait des courriers, monsieur, ne vous inquiétez pas, je suis sur votre dossier, ça va passer. Le gars s'est battu pour se naturaliser. Je l'ai payé quoi? 980 €. Si tu vois comment il s'est battu, il a rédigé un courrier de 7 pages au ministère de l'Intérieur. J'ai lu le courrier, j'ai eu peur. Il a dit, hé tonton, il faut demander pardon. Il sortait les articles de loi, vous avez l'obligation. Je lisais tout, je dis, tonton, il faut diminuer un peu, il faut dire pardon un peu dedans, parce qu'ils vont se fâcher. Tu t'es demandé que on dit pardon, et ils sont dans les articles de loi. Je te dis, Non, ça, là-dessus, on dit pardon, et ils disent les articles de loi disent que, donc, on devait appliquer la loi et rester tranquille, en fait. le gars, il écrit un courrier au ministère de l'Intérieur, mais chargé, 7 pages, il m'envoie le courrier. Et je lis le courrier, je l'appelle, je dis, hé maître, franchement, bon, je pense qu'ils vont se fâcher. Hein. Et là, il dit non, c'est comme ça que ça marche. Il dit, ne t'inquiète pas. 6 mois après mon annonce dans le journal officiel, on dit, va prendre tes papiers, mon gars. Ah, bien sûr. Franchement, c'est un peu dommage que souvent aussi, on est notre communauté parfois devient aussi notre propre ennemi, en fait, souvent, alors qu'on doit rester dans la même vision. Et souvent, même, on ramène des problèmes ethniques, des problèmes régionaux en Europe, alors que moi, je te dis souvent, l'exemple que je prends, les Pakistanais, les Indiens se détestent, ils se font même la guerre la dernière fois. Mais en France, c'est la même communauté. C'est des copains. C'est des copains. C'est la même communauté. Ils subissent les mêmes choses. Ils sont soudés comme ça, ils avancent. Les Pakistanais sont musulmans, les autres sont hindous, c'est la même, ils s'en foutent. On est ici, on doit travailler. Les Chinois, les Japonais, les Vietnamiens, tous, tu viens ici en Asie, ils se détestent, c'est pas un truc de ouf.
Ils se détestent ici. Les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Philippinos, c'est la guerre ici. Mais ils sont en France, tout le monde est chinois. C'est bon, tout le monde. Tout le monde est chinois. Mais c'est ça, quand tu vois les voitures, tu sais jamais d'où ils viennent en fait. Tu sais pas si c'est un Indien, si c'est un Pakistanais, parce qu'ils se ressemblent tous. Tu sais pas si c'est un Chinois ou un Japonais ou un Coréen, ils se ressemblent tous. Du coup, tu dis l'Asiatique, et puis c'est bon. Mais nous, quand on le voit, on dit toujours le Camerounais, le machin et tout ça. Moi, parfois, les gens me disent que tu es Camerounais. D'autres me disent que tu es Ivoirien. D'autres disent que tu es Togolais. Je dis oui, je suis tout. Tu fais la guerre, pourquoi? Alors qu'en France, c'est la même chose. On a fait des choses, effectivement. Bon. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. On glisse tout doucement à la fin. En fait, c'est très gentil, vraiment, le temps que tu as pris pour nous. Et on a eu, vraiment, je pense qu'on a eu l'échange que je voulais. D'accord. Et j'espère que je n'ai pas oublié de te poser une question, en fait. Oh, vas-y. Je dis que j'espère surtout que je n'ai pas oublié de te poser une question sur la personne de venir. Moi, c'est ce que j'attendais aussi. Je préfère les interviews où on discute. Non, on discute. C'était juste une trame, en fait, quoi, effectivement. Donc, on discute, ça fait beaucoup plus naturel aussi. Ça laisse les idées circuler, voilà. Donc, en fait, là, moi, ce que je repars avec, surtout, de ce que tu as dit, c'est les gars doivent se lancer assez rapidement. Oui. Les gars doivent être solidaires, surtout. Oui. Et les gars doivent venir exprimer ou bien présenter ce qu'ils font sur Internet pour aider aussi même les autres involontairement. Exactement. Aider les autres, c'est très important. Il y a trop de business. J'ai connu un Chinois qui est sur Internet, qui aide les étudiants chinois à s'intégrer en France. Parce que les étudiants chinois viennent en France, ils ne parlent pas la langue, ils ne comprennent pas les choses. Et lui a lancé tout son business, il leur donne des cours de français, il les aide dans les procédures administratives pour les aider rapidement, etc. Le nombre de gens qui sont en France qui peuvent faire ça pour les Africains. Parfois, les Africains viennent en France pour les études, ils sont perdus. Ils sont perdus. D'abord, très souvent, ils sont perdus. Et puis, ils se mettent à chercher les communautés souvent. Dans les communautés, tu n'as pas tout le bon non plus. C'est long, c'est compliqué. Ouais. C'est long. Et lui, il a fait un programme aujourd'hui où il aide ces gens-là, ces Chinois à s'intégrer. Et c'est quand même payé 2000 € pendant 6 mois. Et à la fin, tu comprends tout. Tu sais, la préfecture est ici, tu prêtes un coup de français. Tout est. Non, parce qu'effectivement, ce que tu dis là, il y a un truc qui est très important, c'est quand on arrive ici en Europe la première fois, on ne sait pas où on arrive. On ne sait pas. C'est parce que tu vois sur TF1 ou bien TV5 là ou bien machin, là, c'est pas la même chose. On disait, moi, j'ai fait une semaine, j'ai pleuré. J'ai appelé le bled, il dit, je veux retourner au pays. On m'a dit, non, tu as déjà mis pied là-bas, tu ne peux plus retourner. Non, l'Europe challenge, hein. L'Europe. Non, c'est pas ce qu'on voit sur TV5 ou bien sur. On écoute sur RFI là, qu'on dit que c'est l'Europe, c'est pas l'Europe. Quand tu arrives, je pense que tu comprends vraiment où tu es, en fait, tout simplement. La dépression, on a trop de. L'Europe ici, non, c'est pas facile. Donc, il y a des choses, il y a des réalités qu'on a ici que notre communauté peut résoudre. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils peuvent aider les étudiants. Par exemple, ce que je viens de dire, tu peux créer un centre où tu aides les étudiants qui viennent nouvellement. Ils vont même payer, même les parents peuvent même payer avant qu'ils ne viennent. On les accompagne dans leur procédure administrative. On les accompagne lorsqu'ils débattent à Charles de Gaulle. On les accompagne pour qu'ils puissent bien s'installer, savoir qu'ils ont un coin, je veux dire, un support même psychologique. Parce que ce n'est pas facile. Moi, quand je regarde la neige dans les films, je trouvais ça cool. Le jour où j'ai vu la neige ici, je me dis, mais merde, c'est quoi cette merde? C'est là qu'on sait que tu n'es pas du coin, car si on voit ton comportement avec la neige. Quand tu vas te comprendre, on sait que non, toi, tu n'es pas du coin, en fait. Tu n'as jamais vu que la neige ta vie. Le jour où j'ai vu la neige, j'ai détesté. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Comment il peut faire aussi? Non, mais. Non. Parfois, je me dis que ce que montrent les TV5 en Afrique, là, c'est pas la réalité, ils montrent une autre chose. Mais c'est pas parfois, c'est souvent pas la réalité. Hein. C'est quand tu arrives sur place que tu comprends ce que tu dois vivre, en fait. Quand je repense souvent au Cameroun, je vois des gars dans les bars qui parlent de la France, je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais. Je suis là comme vous, je vous laisse parler ce que vous voulez. Les gars, ils te parlent de Le Pen, Macron, tout ça, informatique, gratuit, tout ça. J'écoute. Après, des fois, mes amis qui suivent me disent, c'est vrai, et que gars, buvons nos bières en pas. Finissons nos bières, ça va, les gars. Parce que je ne suis pas là pour parler de ce dont tu parles. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Même si tu dis la vérité, ils vont te dire non, que toi tu mens. Que toi tu as là-bas. Donc pourquoi tu as dit la vérité même? On ne peut pas dire la vérité, bien sûr. Bon, merci monsieur, très gentil. Merci beaucoup.